Merci beaucoup pour votre accueil. Je suis très impressionnée de vous voir tous là. Je vais essayer d'être à la hauteur de vos attentes. Enfin, quand on parle de Jérôme Lejeune, c'est pas très difficile en même temps de dire des choses assez intéressantes. Voilà, donc il y a tellement de choses à dire pour parler de Jérôme Lejeune. L'angle que j'ai choisi, c'est Jérôme Lejeune, serviteur de la vie, serviteur de la vérité. Et donc de suivre un peu cette phrase je suis la voie, la vérité et la vie. Voilà. Comment il a suivi cette voie vers la sainteté en servant la vie et en servant la vérité. Alors comme je suis postulatrice de sa cause de canonisation, comme vous avez dit mon père, j'aurais tendance à vous parler de Jérôme Lejeune comme un saint. Alors c'est avec toute la prudence requise, puisque l'Église ne l'a pas encore déclaré saint, puisque nous attendons, nous espérons et nous prions pour obtenir des miracles. Voilà, il manque un miracle il faut un miracle pour la béatification et un miracle pour la canonisation. Donc aujourd'hui, il est vénérable. Ça veut dire que ses vertus ont été officiellement reconnues héroïques par l'Église, mais il n'est pas encore nommé bienheureux ni saint, voilà, ni canonisé. Enfin, moi, je vous parlerai de sa sainteté, voilà. Mais c'est pas l'Église qui l'a déclaré saint. Donc c'est important de le redire parce que ça peut même être un motif d'arrêter la cause si l'Église trouve qu'on manque de prudence, ce qui serait très embêtant. Voilà. Du coup, je vais vous parler de Jérôme Lejeune, ce grand laïc, grand scientifique et donc vénérable. Et je trouve que c'est une cause particulièrement intéressante dans notre monde d'aujourd'hui, qui est relativement troublé, notamment dans le domaine médical, le domaine scientifique, parce que c'est une personne qui me semble accessible, une sainteté qui me semble accessible. Alors, bien sûr, Padre Pio, c'est un saint extraordinaire, par exemple. Mais moi, j'ai un petit peu de mal à me projeter dans la sainteté de Padre Pio. Voilà, c'est extraordinaire, mais justement, c'est un peu une icône inatteignable. Et Jérôme Lejeune, c'est pas ça. Jérôme Lejeune, voilà, un laïc, marié, donc époux, père de famille, qui se trimballait en vélo dans les rues de Paris, qui allait à la fac le matin, l'après-midi au labo, voilà, qui avait des amis, qui aimait bien rire, qui aimait bien boire un petit verre de vin de temps en temps, enfin voilà. Donc quelque chose qui est tout à fait réaliste et peut-être et accessible pour nous, enfin on se projette bien. Et du coup, ce qui est intéressant, c'est de voir comment ce petit garçon, jeune homme, jeune étudiant, est devenu ce scientifique chrétien à la fois héroïque et pour lequel, aujourd'hui, on fait des conférences et puis une cause de canonisation est ouverte. Alors, Jérôme Lejeune, comme tout le monde, n'est pas né saint. Ça aussi, c'est une info qui est assez intéressante, qu'on ne souligne pas toujours assez. Parfois, on se dit, bah oui, mais lui, lui, il était saint, quoi. Ben oui, mais il n'est pas né saint. Voilà, personne n'est né saint. Donc c'est plein d'espoir, enfin, en tout cas pour moi. Voilà. Et je pense même que Jérôme Lejeune, s'il était mort à 20 ans, je pense pas, il n'y aurait pas eu de cause de canonisation. Voilà, il avait une très belle jeunesse, je vais revenir dessus, mais on n'aurait pas fait de cause de canonisation. Donc il a vraiment fallu tout l'épanouissement de sa vie de chercheur, de médecin, d'époux, pour qu'il donne la pleine mesure de sa sainteté, pour qu'au jour le jour, au fur et à mesure de sa vie, il exerce les vertus à un niveau héroïque et qui fait donc les saints. Alors, en quelques mots sur son enfance, parce que la sainteté n'est pas abstraite, hein, elle est dans notre vie quotidienne. Donc, pour voir vraiment comment ça s'est déployé dans sa vie, Jérôme Lejeune est né en 1926, donc il a eu 18 ans à la Libération, donc la Deuxième Guerre mondiale, et donc il a connu toute cette période difficile, et il a immédiatement décidé de commencer ses études de médecine, parce que dès l'enfance, il savait qu'il était attiré par cette vocation. Et donc il se lance dans ses études rapidement. Donc on dit que c'était un jeune étudiant très gai, qui avait beaucoup d'amis, qui aimait bien s'amuser et qui travaillait bien. Et donc il habitait Étampes, ses parents habitaient Étampes, où il s'était installé pendant la guerre pour fuir les bombardements de Paris. Et donc tous les jours, il faisait Étampes-Paris pour aller à la fac et revenir. Voilà. Et puis alors, ce qui est intéressant et qui nous dit beaucoup de choses en fait de la vie de foi de Jérôme Lejeune, c'est que sa famille était une famille vraiment catholique, ancrée dans la foi. Donc il a été baptisé évidemment très tôt, et avec ses parents, voilà, ils priaient tous les jours ensemble, en famille. Sa mère lui avait transmis la foi, enfin la catéchèse, et son père était vraiment très pieux.
Et son père, selon moi, était certainement un saint homme, mais je me demande même si on ne pourrait pas ouvrir une cause de canonisation sur son père. Mais sérieusement, parce que vraiment son journal, ses lettres sont absolument édifiantes. Son père était tertiaire franciscain, donc cette grande attention aux pauvres qu'il a transmis d'ailleurs à Jérôme Jeune, avec un grand sens du devoir, un grand sens de la justice, voilà. Et Jérôme Jeune avait une dévotion pour son père, et on voit qu'il a quand même beaucoup suivi l'exemple de son père. Donc voilà, cette éducation-là, doublée d'une éducation intellectuelle, enfin sur le plan culturel très, très riche. Pendant la guerre, c'était trop dangereux d'aller à l'école, et donc leur père avait dit à Jérôme et ses 2 frères, Philippe et Rémi, cette année, vous ferez l'école à la maison. Alors là, les garçons, vous imaginez, à 15 ans, ouais, super et tout. Non, mais vous allez quand même travailler. Ah bon. Et en fait, le plan de travail, c'était, ben voilà, ça c'est la bibliothèque, et vous lisez tout ce que vous voulez. Et donc, ils se sont jetés dans la lecture à corps perdu. Alors, la lecture, c'était les Grecs, les Latins et les classiques français. Voilà. Donc, à 15 ans, 16 ans, il avait lu tous les grands classiques. Donc, forcément, ça forge un peu, vous voyez, une culture et une certaine acuité intellectuelle. Je pense que le mot ludique, par exemple, il savait ce que ça voulait dire. Voilà, je dis ça pour ceux qui suivent l'actualité. Je ne sais pas si tout le monde est au courant, mais au bac de français cette année, ils ont eu un texte à étudier où il y avait le mot ludique. Et donc les bacheliers ont fait la révolution après en disant c'est scandaleux, donner des textes, c'est tellement difficile, comment voulez-vous qu'on y arrive? Voilà, parce que le mot ludique était compliqué. Voilà. Bon, voilà. Donc, ça donne quand même une petite idée, la différence de niveau au passage. Mais bon. Bref, donc Jérôme Jeune avait toute cette formation à la fois culturelle et spirituelle. Et donc, il fait ses études de médecine. Et en fait, il veut passer l'externat assez rapidement, notamment parce que sa famille a eu beaucoup est complètement ruinée par la guerre. Notamment parce que son père... Donc a été pendant la guerre, son père était donc un homme, voyez, plutôt intérieur, etc., qui fuyait la politique, alors que le propre père, donc son propre grand-père de Jérôme Jeune, était maire de Montrouge, à la périphérie de Paris. Et le père de Jérôme, lui, à qui le grand-père voulait donner le poste, était parti en courant, non, surtout pas, il détestait la politique. Mais pendant la guerre, la municipalité communiste d'Étampes a fui, et du coup, les Étampois, n'ayant plus de maire, sont venus frapper à la porte de Monsieur Lejeune en disant « Venez, venez comme maire, on a besoin de vous, etc. » Et donc, toujours par sens du devoir, Pierre Lejeune, donc le père de Jérôme, a accepté de prendre la municipalité et la mairie d'Étampes, donc en pleine occupation. Et à la fin de la guerre, comme beaucoup de maires, il a été accusé de collaboration et donc jeté en prison. Disparu de la circulation. Madame Lejeune n'avait aucune nouvelle de son mari. À l'époque, il y avait beaucoup d'exécutions sommaires, donc elle ne savait pas s'il était vivant ou mort. Et donc Jérôme et ses 2 frères, voilà, ils avaient 18 ans, Jérôme avait 18 ans, et il a vécu tout ça aux côtés de sa mère. Bon. Finalement, on a su que le père était en prison, et puis 3 mois après, il a été libéré, parce qu'évidemment, il n'y avait aucune charge à retenir contre lui. Mais en fait, il a été brisé. Le père de Jérôme a vraiment été brisé psychologiquement. Lui qui était tellement un homme de devoir, amoureux de la France, c'était tellement injuste. Et du coup, il n'avait plus la force physique d'aller travailler, donc la famille était vraiment dans la difficulté financière. Et Jérôme, du coup, s'est dit, il faut que je passe l'externat plus vite qu'un an plus tôt que prévu, parce que vous savez, l'externat, c'était un peu comme l'internat aujourd'hui, en fait. Vous aviez déjà un petit salaire, vous pouviez travailler à l'hôpital, etc. Et puis il rate l'externat la première année. Et alors, il le passe la 2e année, en même temps que ses autres amis, du coup, et il le rate encore. Alors, Madame Lejeune dit, oui, il paraît qu'il était lent. Alors, voilà. Donc, il le rate encore. Et il restait une 3e année, 3e et dernière chance. Et donc là, Jérôme part pour l'examen, prend le train, le métro. Mais Jérôme, il planait un peu, c'était un scientifique, il planait un peu. Et il prend le métro dans le mauvais sens. Voilà. Et quand il s'en rend compte, évidemment, il saute dans l'autre tram, il revient et tout, et il arrive, et les portes de la maison des examens sont fermées. Voilà. Et donc, il n'a pas l'externat, il ne peut même pas le passer. Voilà. Donc sa carrière universitaire est finie. C'est fini, bloqué.
Voilà. Alors je raconte toujours ça en conférence pour détendre un peu les parents, vous voyez, au moment de Parcoursup, tout ça, là, les concours, voilà. Je dis, vous voyez, alors j'imagine un peu dans quel état vous seriez si votre fils, pour la 3e fois, ratait un concours de sa vie parce qu'il prenait le métro dans le mauvais sens, voilà. Mais vous voyez, le bon Dieu a plus d'un tour dans son sac et ça ne l'empêchera pas d'être saint, voilà. Donc peut-être qu'en fait le Seigneur l'appelait ailleurs, tout simplement. En tout cas, pour Jérôme, c'était le cas. C'est vrai qu'après, quand on va relire sa vie, on se dit, c'est incroyable. S'il avait réussi l'externat, ben, il aurait fait une carrière universitaire, il n'aurait évidemment pas atterri dans le service où il va atterrir, travailler sur les petits Mongoliens, etc. Enfin, et je ne sais pas si je serais là aujourd'hui pour parler de lui. Enfin, voilà, c'est assez incroyable, quoi. Donc bref, donc il rate. Alors ça n'empêche pas d'être médecin, hein. C'est comme aujourd'hui, si vous n'avez pas l'internat, vous pouvez être médecin, mais vous ne ferez pas une carrière à l'hôpital. Voilà. Donc lui, ça ne le dérange pas tellement plus que ça, parce qu'il voulait être médecin de campagne, c'était vraiment le désir de soigner, quoi, de porter secours aux personnes malades, souffrantes. Donc voilà. Et il se trouve que, entre-temps, il a rencontré une belle jeune fille à l'université, non pas à l'université, pardon, à la bibliothèque Sainte-Geneviève, voilà. Et alors l'histoire est assez amusante. Il fallait demander à Madame Lejeune. On demandait à Madame Lejeune comment c'était passé. Alors quand je vais vous parler de Madame Lejeune, je ne peux pas m'empêcher de prendre l'accent de Madame Lejeune. Voilà. Parce que Madame Lejeune est danoise. Et alors danoise, vous imaginez grande blonde. Bah oui, mais pas de chance, parce qu'en fait, son père était esquimau. Donc là, vous voyez, on n'est plus dans les mêmes... Voilà, c'est petit brun. Les yeux comme ça, les pommettes hautes, et puis elle me disait « Fipi, je suis coiffée comme une noix de coco. » Donc, entendez, 3 petits cheveux. Voilà. Donc, elle était drôle, et avec un accent très fort. Et donc, elle disait toujours « Ah ben, c'est pas de chance, il y a une lettre que je n'arrive pas à dire, c'est le ch. Je sais pas, c'est Jérôme le chen. » Donc, quand on parle... Et maintenant, à la Fondation, je dois dire que dès qu'on parle de Madame Lejeune, on parle avec son accent. On dit « fille », alors « Jérôme ». Les gens doivent nous prendre pour des fous à l'extérieur. Donc, je vous préviens, je ne suis pas folle, c'est juste que je prends l'accent de Madame Lejeune. Et donc, on a dit à Madame Lejeune « Mais racontez-nous votre rencontre avec Jérôme ». Bah, forcément, c'était moins de choix. Alors, on dit « Pefala, j'étais à la bibliothèque Sainte-Geneviève ». Et puis, donc Madame Lejeune était arrivée comme jeune fille au pair du Danemark, là on est en 52, pour apprendre le français, et voilà. Et du coup, Madame Lejeune était d'une famille, donc Birte Bringsted, son nom de jeune fille, Bringsted, était d'une famille très simple. Vous voyez, son papa esquimau. Alors maintenant que Madame Lejeune nous a quittés, elle n'aimait pas tellement qu'on parle de ses racines esquimaudes, et maintenant qu'elle nous a quittés, je le dis plus librement, son papa était plus ou moins présent, disons ça comme ça. Donc voilà, donc famille très simple, protestante, pas du tout la même culture que la famille de Jérôme, qui était une famille bourgeoise, très cultivée, très catholique, très traditionnelle. Enfin voilà, donc on est quand même dans 2 mondes différents. Voilà. Et c'est intéressant aussi parce que ça montre que Jérôme a eu le discernement en la voyant, de se dire mais c'est la femme qu'il me faut, malgré toutes leurs différences énormes. Quand on lit les lettres de Mademoiselle Bringsted à l'époque, donc après leur lettre de fiançailles, c'est bourré de fautes d'orthographe. Enfin, c'est même pas de fautes d'orthographe, c'est de la phonétique, quoi. Il faut lire à haute voix pour comprendre ce qu'elle voulait dire. Et Jérôme, vous voyez, qui avait lu tous les classiques, il fallait quand même accepter de se marier avec une femme qui écrivait pas le français, quand même. Vous voyez, bon, enfin, quand même, faut accepter. Bon. Et donc bref, donc elle est à la bibliothèque justement pour apprendre un peu le français. Et puis elle dit Péfi, puis à la table à côté il y avait ce jeune homme, il était beau. Et alors lui il faisait des études de médecine. Puis en fait moi ce jour-là j'avais pas de crayon, j'avais plus de crayon, j'avais plus d'encre. Alors je lui ai demandé son crayon et il m'a dit mais bien sûr tout de suite et il m'a prêté son crayon. Alors il dit et après on était prendre un café. Ah bon, et après on a pris un autre café. Oui, mais après après, je suis partie en vacances au Danemark et il m'a attendu au retour à la gare. Ah bon, et après après, il est venu en vacances chez mes parents au Danemark. Ah bon, et après après, ça ne vous regarde pas. Hein. C'est là, ça devient intéressant, madame. Voilà. Donc voilà, c'était vraiment le coup de foudre. Ça a été le coup de foudre, et avec cette extraordinaire différence de tous les deux.
Et quand on voit après l'évolution, enfin, de leur vie, de leur couple et de toute l'œuvre commune qu'ils ont eue, on se dit que c'était vraiment providentiel, vraiment une complémentarité extraordinaire. Et il y a vraiment des conférences à faire que je fais parfois pour les jeunes couples, sur le couple le jeune, quoi. Vraiment, et notamment sur Madame le Jeune, la place de la femme dans le couple, c'est extraordinaire. Donc voilà, donc ils décident de se marier, et donc Jérôme doit trouver un boulot, voilà. Donc ils hésitent à partir au Yémen, dans un autre pays, en province, etc. Et il se trouve que le professeur, le grand pédiatre français, professeur Turpin, avait eu Jérôme Lejeune en stage quelques années auparavant. Il avait repéré ce futur médecin de talent, et il lui propose un poste. Il lui dit, mais externa ou pas externa, moi ça m'est égal, je vous prends dans mon service si vous voulez, et vous allez vous occuper de ces personnes-là, les Mongoliens, vous savez, on les appelle Mongoliens. Personne ne s'en occupe, on ne sait pas ce qu'ils ont, donc si vous voulez, ben voilà, vous devenez leur médecin et vous cherchez pourquoi ils sont comme ça. Turpin avait déjà cherché pourquoi ils étaient mongoliens. Dans les années 30, en 36, il avait publié sur le sujet, puis après il y a eu la guerre, ça s'est arrêté, et après la guerre, il n'a pas repris. Et il avait déjà émis l'hypothèse que c'était peut-être en raison des chromosomes, mais à l'époque, on ne savait pas combien il y avait de chromosomes, on ne savait pas s'il y en avait 46, 47, enfin, on ne savait pas. Et puis, de toute façon, il y avait, je sais pas, des 20 ou 30 hypothèses différentes. Donc, à un moment, trop d'hypothèses tue l'hypothèse. Vous savez, c'est comme l'image avec Paris Match, quoi. Bon, trop d'images, trop d'infos tue l'info. Bon, voilà. Et du coup, on ne savait plus. Et Jérôme Lejeune va rencontrer ses enfants et en fait est bouleversé par cette rencontre avec ses patients, avec ces Mongoliens. Et le soir même, là nous sommes en avril 52, il écrit à Birthe qui est parti au Danemark pour préparer leur mariage. Il lui écrit cette lettre que je vais vous lire. J'ai retrouvé en fait dans les affaires de Madame, parce que Madame Lejeune, pour la cause de canonisation, donc il faut qu'on lise tout en fait. Et Madame Lejeune avait gardé toutes leurs lettres dans une valise. Et quand je dis toutes leurs lettres, c'est beaucoup, parce que dès qu'ils n'étaient pas ensemble, ils s'écrivaient chaque jour, et chacun écrivait à l'autre. Et comme Jérôme Lejeune, après, dans la deuxième partie de sa vie, a beaucoup voyagé, et que Madame Lejeune, tous les étés, partait 2 mois au Danemark, quand Jérôme, lui, travaillait encore à Paris, on a 2000 lettres. Donc évidemment, c'est extraordinaire, parce qu'on a tellement d'informations, voilà. Et donc Madame Lejeune m'a dit, là-haut, c'est la valise avec toutes nos lettres, si vous voulez, vous pouvez les lire. Alors vous êtes quand même un peu ému, vous dites, madame, je ne vais pas lire vos lettres de fiançailles. Si, il faut que vous lisiez tout. Bon. Donc voilà, on a tout lu. Et donc j'ai trouvé cette lettre magnifique, donc datée d'avril 52, donc que Jérôme envoie à Birthe 1 semaine pile avant leur mariage. Ma pauvre chérie, tu n'as pas choisi un milliardaire et nos débuts seront durs. Je sais pourtant maintenant que tout sera possible, car je sais pouvoir compter sur ton courage et sur la protection de Dieu, puisque ce que nous faisons est bien. Turpin me propose un travail d'1 ou 2 ans sur les Mongoliens. Tu sais, les petits attardés. Je suis persuadée qu'il y a quelque chose à trouver et qu'il est peut-être possible d'améliorer la vie de milliers d'êtres si nous arrivons à trouver pourquoi ils sont ainsi. C'est un but passionnant qui nous demandera de grands sacrifices, ma chérie, mais si tu es d'accord pour accepter une vie assez précaire, mais juste et saine, basée sur cet espoir-là, je suis sûre que nous y arriverons. Je dis « nous » car c'est seulement si toi aussi tu marches, si tu m'aides, que j'arriverai à quelque chose. Voilà, 1 semaine avant leur mariage. Donc on ne parle pas buffet, enfant d'honneur. Moi, ça m'a frappé quand même. Voilà, oui, maintenant, on achète des petits livres là, pour le rétro-planning, pour l'organisation du mariage. 1 an et demi avant, c'est le stress et tout. Voilà. 1 semaine avant. Voilà. Et donc, en fait, tout est là. Toute leur vie, toute la mission de Jérôme et de son mari, de Jérôme et sa femme, pardon, se retrouve dans cette lettre. Et 1 semaine plus tard, quand Madame Lejeune va dire oui à Jérôme, elle dit oui à cette lettre. Elle dit oui à toute cette mission que Jérôme propose. Et vous voyez, en fait, c'est donc travailler, savoir pourquoi ils sont comme ça, comment améliorer leur vie. Ça nous demandera de grands sacrifices. Nous aurons une vie précaire mais juste, saine,
nous y arriverons, et je dis nous, parce que c'est seulement si tu marches avec moi que j'arriverai à quelque chose. Donc tout est là. Et c'est vraiment le fil directeur de la vie de Jérôme Lejeune, c'est-à-dire que son but, ça a été de trouver pourquoi ils étaient comme ça et comment les guérir. Le reste n'avait pas d'importance. L'argent, les honneurs, la vanité, le pouvoir, ça n'avait aucune importance. Et ce ne sont pas des paroles en l'air, parce que c'est ce qu'on va voir vraiment dans sa vie. Et puis, si toi tu marches avec moi, voilà. Moi tout seul j'arriverai à rien. Et ça aussi, c'est pas des paroles en l'air. Tout ce que Jérôme a fait toute sa vie, c'était vraiment avec Madame Lejeune, qui n'était pas seulement un bras droit, qui n'était pas seulement une aide, qui était vraiment... il lui disait tout, il partageait tout avec elle, il prenait toutes ses décisions avec elle. Et elle, jamais ne lui a dit « Écoute Jérôme, laisse tomber, t'en fais déjà beaucoup. Écoute Jérôme, si ce serait bien qu'on accepte la proposition des Américains, tu te rends compte, on aurait quand même une vie plus facile, plus aisée. Puis moi, ça me plairait bien de vivre aux États-Unis avec des belles maisons, des belles voitures, chez les Kennedy. » Enfin, elle aurait eu 1000 raisons, et à la limite, pas des mauvaises raisons forcément, hein. Et jamais. Bon, écoute, non, Jérôme, va pas à cette conférence ou à la télévision, tu vas encore t'attirer plein d'ennuis, ou non, Jérôme, tais-toi, ça va... Jamais, 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 Madame Lejeune ne l'a tiré en arrière, jamais. Et au contraire, parfois elle était très combattante, et parfois c'était elle qui disait bon, faut y aller, quoi. J'ai retrouvé des textes d'elle quand Jérôme était aux États-Unis au moment de l'avortement en France. Extraordinaire. Et dans cette lettre-là, j'ai réalisé que Madame Lejeune était au moins aussi courageuse que Jérôme Lejeune. Enfin, c'était incroyable. Et avec un sens politique. Bon, si j'ai le temps, je vous raconterai cet épisode, mais extraordinaire. Donc voilà. Donc vraiment, ils se sont bien trouvés, et leur vie de couple est fondée sur cette lettre-là et sur cet amour qui va se développer à partir de ce projet commun. Alors, Birthe était protestante, je vous ai dit. Et Jérôme lui demande de se convertir au catholicisme en lui disant, tu sais ma chérie, notre mariage doit se fonder sur l'amour de Jésus. Voilà. Et sans la religion, on n'avancera pas loin. Voilà, c'est la seule façon d'avancer loin et bien, c'est avec le bon Dieu. Parce que Birthe était protestante comme tous les Danois, et ça veut dire protestant parce que c'est sur la carte d'identité, hein, mais ça ne veut pas forcément dire qu'il pratique. Voilà. Donc c'était le cas de Madame Lejeune. Et du coup, elle accepte tout de suite, et elle écrit des très jolies lettres à Jérôme en lui disant mais grâce à toi, j'ai trouvé l'envie d'aimer Dieu, l'envie de m'abandonner à son amour et de plonger dans son amour. Donc elle a vraiment découvert l'amour de Dieu grâce à Jérôme Lejeune. Voilà, donc ils se marient en mai 52. Et Jérôme accepte de travailler dans le service du professeur Turpin. Voilà. Donc là, les choses sont posées dans la vie de Jérôme Lejeune. Et alors après, j'allais dire son développement de sa sainteté, et ça je trouve ça très beau aussi, c'est vraiment, il se laisse modeler par la grâce, au fil des jours, au fil des rencontres, au fil des appels. Il se laisse modeler par la grâce. Et c'est pas du tout un Don Quichotte, Jérôme Lejeune. Vous voyez, c'est drôle parce que je pense que beaucoup de gens ont une idée un peu faussée de lui, se disant oui, c'était un homme un peu intransigeant, carré, qui devait vouloir changer les choses et tout. Mais alors pas du tout. C'était vraiment, je vous ai dit, c'était un scientifique, c'était un poète. Il avait vraiment un regard contemplatif. Il aimait la nature, il aimait la création, la beauté de la création. De la création, évidemment, il remontait au Créateur. Il aimait la création, il n'aimait pas la terre comme la déesse Gaïa, vous voyez, c'est vraiment il aimait la terre, parce que c'était la création, et ça le faisait élever les yeux vers le Créateur. Donc c'était ce regard de poète, ce regard d'amoureux de la nature, de la vie, et donc de chaque homme, et puis un chercheur, voilà. Et du coup, plutôt un secondaire. Donc c'était pas du tout quelqu'un qui s'est dit je vais faire tous les plateaux télé là pour défendre telle ou telle chose, pour changer le monde. Pas du tout. C'était pas du tout son registre. Voilà. Après, il a été cherché. On a été le chercher. Voilà. Mais ça montre un peu son caractère, et vraiment c'est ça. Il n'a pas refusé les appels à l'engagement, les appels qui pensaient être des appels de son devoir. Voilà. Donc ça, c'est un point important de sa vie spirituelle. Et oui, c'est ça. C'était un point que je voulais voir avec vous, enfin que je voulais vous dire au début. Et puis bien sûr, ce qui a été la boussole de sa vie, c'est l'Évangile.
Donc il a pris les promesses de son baptême au sérieux et il a pris l'évangile au sérieux. Alors vous allez me dire, oui, c'est peut-être un peu bateau comme phrase. Ben, moi, quand je le dis, je ne trouve pas ça bateau du tout. Parce que je suis quand même frappée voilà, avec beaucoup d'amis catholiques pratiquants, hein. Enfin, il y a quand même des zones d'ombre assez vite sur des sujets, l'avortement, la PMA, épouser un divorcé, divorcé, voilà. Oui, bon, d'accord, l'Église dit ça, mais bon, s'il peut refaire sa vie, être heureux. Oui, mais bon, dans l'Évangile, ça s'appelle un adultère. Oui, d'accord, mais enfin, bon, voilà. Enfin, c'est des exemples concrets. Bon, Jérôme, non, il prenait l'Évangile au sérieux. Et les promesses de son baptême au sérieux. Et l'enseignement de l'Église au sérieux. Voilà. Donc, il ne triait pas entre ce qui lui plaisait, ce qui ne lui plaisait pas, ce qui lui demanderait de l'effort, ce qui ne lui en demanderait pas. Voilà. Et la phrase notamment qui était la boussole de sa vie, c'est cette belle phrase de Saint Matthieu, quand Jésus dit « Ce que vous avez fait au plus petit d'entre les miens, c'est à moi que vous l'avez fait ». Alors évidemment, cette phrase, tout le monde l'aime, mais pour Jérôme le Jeune, on comprend bien que ça va être déterminant en fait, dans les choix qu'il va devoir faire, puisque justement, il travaille sur les tout petits. Voilà, donc là, vous voyez, on passe, je trouve que c'est une transition formidable sur le premier point qui est Jérôme le Jeune, serviteur de la vie. Donc on voit ce jeune médecin plein d'entrain, plein d'émotions, qui veut travailler au service des patients qu'on appelle mongoliens. Et alors, non, les plus jeunes de l'Assemblée ne le savent sans doute pas, les plus anciens le savent d'expérience. Moi, j'étais frappée de voir tous ces témoignages, justement, en ce sens. Pourquoi est-ce qu'on appelait ces enfants, ces personnes, mongoliens? Alors vous allez me dire, parce qu'ils ressemblent un peu à des personnes de Mongolie. Oui, mais c'est pire que ça. En fait, au XIXe siècle, on ne savait pas pourquoi ils étaient comme ça. Et donc la seule explication pseudo-scientifique mais 100% raciste, c'était de dire... En fait, évidemment, c'était une explication occidentale, américaine ou anglaise, je ne sais plus. C'est de dire, en fait, quand un enfant naît, il passe, pendant la grossesse, il passe par toutes les races, donc c'est son évolution, il passe par toutes les races pour finir par la race blanche, qui est évidemment la race parfaite. Et ces enfants-là, ils sont arrêtés à une race intermédiaire, qui est la race des Mongoliens, de Mongolie. Voilà. Donc vous le voyez comme explication raciste, je pense qu'on n'a jamais fait mieux, jamais fait pire, c'est juste hallucinant. Voilà. Et voilà, c'est pour ça qu'on les appelait Mongoliens. Alors, en 1950, on avait compris que ce n'était pas vrai, mais on n'avait aucune autre explication. Et sur toutes les familles qui avaient un enfant comme ça, il y avait encore en 1950, et même après, ça a duré quelques années, enfin c'était difficile à éradiquer, il y avait un regard de suspicion sur les familles qui avaient un enfant mongolien terrible. Donc non seulement les parents avaient un enfant qui naissait comme ça, et donc ils savaient que la médecine ne pourrait rien faire pour eux, ne ferait rien pour eux, donc ils se retrouvaient tout seuls avec cet enfant-là, qui en plus à l'époque avait, enfin ils ont toujours, mais maintenant ça s'opère, mais souvent ils ont des cardiopathies, donc à la naissance ils ont des problèmes cardiaques, donc ils pouvaient mourir très vite, en tout cas beaucoup de stress, beaucoup d'épreuves pour les familles, rien n'était fait, la rééducation, rien, donc c'était vraiment les Mongoliens comme on l'imagine autrefois, voilà, bon. Et donc les parents avaient déjà tendance à les cacher, mais en plus, j'allais dire le pire du pire, c'est que les gens disaient « Ah, mais attention, c'est contagieux, donc on change de trottoir si jamais on le voit. » Ou alors c'est génétique, donc s'il y en a un comme ça dans la famille, on n'épousait pas les sœurs, parce que les sœurs, elles auraient forcément des enfants mongoliens. Donc c'était toute une fatalité qui tombait sur la famille, c'est-à-dire il y avait une trisomie, enfin une mongolienne dans la famille, les sœurs ne se marieraient pas, faut voir un peu quand même ce qui tombait sur la famille. On disait c'est la faute du père, c'est une punition de Dieu, parce que le père s'est mal tenu, il a couru les femmes, il a eu la syphilis, ou il était alcoolique. Enfin oui, c'est juste l'horreur, quoi. L'horreur absolue. Bon. Donc les gens sont écrasés, cachent ses enfants. Quand il y a des mariages, évidemment, on les emmène pas dans les fêtes de famille. Enfin bon, voilà, ils sont ostracisés et leurs familles, souvent, sont aussi ostracisées dans les villages et dans les villes. Donc c'est terrible. Et Jérôme, en les recevant en consultation, se dit il faut vraiment trouver pourquoi ils sont comme ça. De toute façon, on ne pourra pas trouver comment les guérir sans trouver la cause. Et donc il reprend ses analyses et voilà. Donc je vais passer rapidement sur les aspects scientifiques. Et donc il cherche
Notamment, un des aspects, si vous savez, les enfants, donc qu'on appelle trisomiques maintenant, ont des plis palmaires différents de nous, différents des autres, et donc les plis palmaires en fait se dessinent, enfin sont préparés dès la conception, voilà, dès la fusion des gamètes, dès le début de l'embryon. Donc Jérôme Lejeune en conclut que le mongolisme survient dès les premiers jours de l'embryogenèse. Et puis plusieurs autres analyses comme ça, voilà. Et donc il publie une vingtaine d'articles sur le sujet. Et il en arrive à la conclusion de se dire, bon, maintenant, il faudrait trouver du côté des chromosomes. Et en 1956, c'est là où Tchio et Levan donnent la preuve que l'être humain a bien 46 chromosomes et pas 47 ou 45, comme on hésitait depuis quelques années. Donc maintenant, ça a l'air de rien, on apprend ça pratiquement au primaire, mais là, vous voyez, on est en 1956, hein, c'est très tard. Et on apprend donc avec certitude que l'homme a 46 chromosomes. Et il se trouve qu'à l'époque, il y a une femme, donc Marthe Gauthier, qui revient des États-Unis, qui trouve un poste chez Turpin à mi-temps. Elle est cardiologue. Et elle a appris aux États-Unis, un peu par hasard, parce qu'elle allait comme cardiologue, et puis en fait, dans ce labo, qu'on avait développé une technique de culture de cellules, d'éclatement des chromosomes, qui permettait de les lire, de les compter. Donc elle rapporte ça chez Turpin. Et avec Lejeune, pendant 2 ans, c'est surtout Jérôme Lejeune d'ailleurs, ils vont améliorer la technique. Parce que c'est une chose, cultiver les cellules, c'est une chose d'éclater les chromosomes, mais après, il faut savoir les compter. Donc c'est à peu près aussi simple de compter des chromosomes que de compter des vermicelles dans une assiette à soupe. Oui, donc c'est pas facile. Voilà. Donc ils ont amélioré la technique, notamment avec des couleurs, pour faire ressortir les chromosomes sur le fond de couleurs. Et c'est comme ça qu'en 1958, Jérôme Lejeune va l'appliquer sur un patient mongolien. Il va faire une biopsie, va compter ses chromosomes. Et on voit dans son carnet d'analyse, Evelyne Point aurait 47 chromosomes. Et alors là, il a un peu du mal à le croire parce que 47 chromosomes aurait, on voit bien ça avec la date en face, mai 58. Et il se dit, c'est quand même bizarre, parce que handicapé mental, on pense plutôt quelque chose en moins, pas en plus. Donc il dit, c'est bizarre, puis c'est peut-être un chromosome en fait, qui s'est coupé en 2. Et donc en fait, il y en a 46, puis il y en a un qui s'est coupé en 2 dans la manipulation. Voilà. Bon, sur ce, il part aux États-Unis 3 mois, où il est envoyé par Turpin donner des cours de génétique en Californie, notamment chez le professeur Biden, qui va recevoir le prix Nobel quand Jérôme est là-bas. Et ce qu'il faut savoir, c'est que Jérôme Lejeune était déjà expert sur les radiations atomiques, les radiations ionisantes, pour l'ONU. Alors vous allez me dire, mais c'est quoi le rapport ? Ben, en fait, si, c'est que nous sommes, vous voyez, dans les années... il est expert à partir des années 56, je crois, si je me souviens bien. Ben, vous voyez, on est peu de temps après la guerre, et Hiroshima et Nagasaki sont vraiment, évidemment, dans tous les esprits. Et pour les généticiens, ben, c'est évidemment un champ d'études très important de voir les effets génétiques des radiations ionisantes. Donc en fait, tous les premiers travaux de Jérôme Lejeune comme jeune généticien portent là-dessus. Il est très vite repéré pour son expertise, donc nommé expert, et c'est aussi pour faire des conférences sur le sujet qu'il part aux États-Unis pendant 3 mois. Donc des cours de génétique et participer à des congrès sur le sujet. Et quand il revient en décembre suivant, fin novembre 58, il dit maintenant il faut que je trouve d'autres cas pour être sûr que c'est bien 47 chromosomes ou pas. Et donc il fait 2 nouveaux tests et sur 2 autres enfants mongoliens, et il trouve à nouveau qu'il y a bien 47 chromosomes. Et donc là, il va voir Turpin, il lui dit faut qu'on publie, parce que visiblement, il y a quand même quelque chose. Les Mongoliens semblent bien avoir 47 chromosomes. C'est comme ça que la publication sort en janvier 59. Et après, il y a 2 autres publications en mars et en avril avec 6 et 9 cas, donc ce qui confirme cette première publication, et c'est donc la découverte de ce qu'on va désormais appeler la trisomie 21 pour 3 chromosomes 21. Voilà. Et Jérôme Lejeune veut absolument changer de nom parce que, pour ce que je vous ai dit tout à l'heure, pour sortir de ce regard épouvantable qu'on porte sur les Mongoliens et montrer que ça n'a rien à voir avec évidemment un péché, une mauvaise conduite, que c'est pas héréditaire dans une certaine mesure, ni même évidemment encore moins contagieux. Voilà, c'est une aberration chromosomique. Et donc, ça a l'air de rien, mais c'est une révolution. C'est d'abord une révolution scientifique, une révolution génétique, puisque c'est la première maladie
par aberration chromosomique découverte au monde, dont on fait la preuve. Voilà. Donc ça ouvre tout un nouveau champ à la génétique qu'on va appeler la cytogénétique, l'étude des chromosomes. Et c'est une révolution pour les parents, vous imaginez bien, parce qu'enfin, ils vont pouvoir relever la tête, dire notre enfant, c'est pas de chance, il a un chromosome en plus, c'est pas notre faute, c'est la faute de personne, c'est comme ça. Et puis surtout, maintenant, il y a un médecin qui a dédié sa vie à nos enfants, voilà. Et du coup, on va pouvoir aller le voir à Paris, et ça soulage infiniment les parents. Et moi, je suis quand même très touchée de voir des parents, quand ils vous racontent ça, qui ont vécu l'avant et l'après, qui ont vécu le mongolisme et la trisomie, le passage de l'un à l'autre, qui vous en parlent encore aujourd'hui, en 2020, vraiment des larmes aux yeux, quoi. Donc, on mesure la souffrance qu'ils ont dû vivre avant et la joie que ça a été de rencontrer Jérôme Jeune, qui les libérait de ce poids social épouvantable. Alors à partir de là, Jérôme Lejeune, évidemment, va être connu dans le monde entier, et notamment par les parents, par les familles d'enfants trisomiques. Et du coup, ils vont venir par milliers le rencontrer à Paris. Et alors là, on a des témoignages aussi magnifiques, merveilleux, de parents. Et moi, je suis frappée de voir que toutes les mères, et les pères de famille d'ailleurs, qui en témoignent, me disent la même chose. Mais pratiquement avec les mêmes mots. C'est-à-dire que c'est quand même très étonnant. C'est très étonnant. Et donc, je vais vous raconter un peu ce que me disent les mamans, donc comme si j'étais les mamans. Elles me disent, voilà, on est arrivé avec mon mari dans le bureau du docteur Lejeune. Alors, vous savez, arrivé à Paris, déjà c'était compliqué, puis aller le voir dans cet hôpital, et puis rencontrer le docteur Lejeune. Alors après, quand il est devenu professeur, entre guillemets, c'était pire, parce que vous voyez, on a peur, on est très intimidé. Voilà, c'est pas facile déjà d'arriver à Paris, traverser la ville, à l'hôpital, enfin bon, c'est très intimidant tout ça. Et puis ils arrivent, et puis ils voient ce jeune docteur ou jeune professeur très simple qui les accueille, et avec beaucoup de déférence, beaucoup de simplicité, modestie. Et donc, elle me dit, voilà, il s'assoit et puis il met un tablier sur ses genoux. Et puis là, il a pris mon fils. Elle leur a dit, voilà, moi je suis arrivée avec un handicapé sur les bras, quoi. On était effarés avec mon mari, qu'est-ce qu'on va faire d'un enfant mongolien, enfin bon. Donc vraiment arrivé avec un handicapé sur les bras, hein. Ça c'est la phrase d'une maman. Et puis donc Jérôme le prend et puis il l'allonge sur ses genoux et puis il commence à jouer, vous voyez, à regarder les mains, donc pour regarder les plis palmaires. Donc il joue avec les mains il me dit voilà, il jouait avec les mains de mon petit bonhomme. Et puis il a regardé mon fils, et puis en lui faisant des grands sourires, et il me dit, mais comment s'appelle votre fils, madame? Et je lui dis, il s'appelle Patrick. Et la maman me dit, et au moment où j'ai dit que mon fils s'appelait Patrick, à ce moment-là, quelque chose a changé dans mon cœur. En fait, j'ai compris que ce n'était pas un handicapé que j'avais sur les bras, mais que c'était mon fils que j'avais dans mes bras, et que j'étais plus toute seule, qu'avec ce grand médecin qui allait m'aider, avec mon mari, on n'était plus tout seul. Il allait être là avec nous, à nos côtés. Il m'a dit, voilà, vraiment, ça a changé quelque chose en moi. Et ça, plein de mamans m'ont dit pareil. Une autre maman m'a dit, quand je lui ai dit, voilà, ma fille s'appelle Marguerite, elle me dit, au moment où j'ai dit le nom de ma fille, quelque chose a changé en moi. Donc c'est quand même très étonnant, il y a quelque chose qui se joue là. Alors évidemment, on pense beaucoup à la Bible, hein, dans le sein de ta mère, je te connaissais par ton nom, je t'ai appelé par ton nom, enfin, l'importance du prénom, l'importance du nom. Et il y a clairement là une naissance dans le cœur de la maman. Voilà, au moment où elle donne le nom, l'enfant naît vraiment, je veux dire, dans le psychisme, dans l'amour de sa maman, quoi, dans l'amour de la maman. Puis après, elles me disent, et puis la façon dont il a regardé mon fils ou ma fille. Alors il y en a une qui me dit, jamais j'avais vu, personne n'avait jamais regardé mon fils avec autant d'amour. Il avait un regard incroyable. Une autre me dit, il a regardé mon fils comme s'il avait le Christ sur la croix, comme s'il voyait Jésus sur la croix. Et une autre m'a dit, il a regardé ma fille avec les yeux du Christ. Ou une autre me dit, il a regardé mon fils pas comme un grand médecin, un petit malade, mais d'égal à égal. Ou alors comme s'il avait un prince devant lui. Et ça, je me souviens encore d'une maman qui me dit, et ça, j'oublierai jamais. Elle en a encore des trémolos dans la voix, vraiment. Elle pleure pas à chaque fois qu'elle me le dit. Son fils, aujourd'hui, a 40 ans. Oui. Mais ça, jamais j'oublierai la façon dont il a regardé mon fils. Ouais. Comme s'il avait un prince devant lui. Personne ne l'avait jamais regardé comme ça.
Donc les parents sont bouleversés de voir cet amour, en fait. Et donc ça les aide à rentrer eux-mêmes dans cette dimension d'amour avec leur enfant. Et après, ils disent tous, et en fait, il avait des paroles très simples. Il nous disait les choses simplement, juste ce qui était bon d'entendre. Il nous disait ce qu'on pouvait entendre ce jour-là. Il ne nous faisait pas miroiter des choses extraordinaires, très faciles, ou minimiser le handicap. Mais il nous disait pas aussi ça va être horrible, comme on entend aujourd'hui, trop de médecins pour un peu forcer à l'avortement. Pas du tout. Il disait c'était toujours juste ce qu'on avait besoin d'entendre ce jour-là. Et les parents repartent. Et alors là, c'est pareil. Ils disent tous, ah mais moi, mon mari et moi, on a été transformés, on est repartis fortifiés, on est arrivés écrasés, on est repartis forts, on n'était plus tout seul, quoi. Tout avait changé. Et ils me disent tous, il y a eu un avant et un après notre consultation avec le professeur Lejeune. C'était extraordinaire. Donc c'est étonnant. Et je me souviens d'une fois, j'avais rencontré à Paray-le-Monial un homme, ça m'avait beaucoup impressionné, vraiment une force de la nature. Et j'imagine comme ça le bûcheron des Vosges, vous voyez, le type aussi haut que large, enfin vraiment non mais vraiment, un bel homme. Et il m'avait dit, ah, vous travaillez pour Jérôme Lejeune, ah oui, je l'ai rencontré quand mon fils est né, nous avons été le voir. Et là, je vois cet homme-là qui commence à avoir les larmes aux yeux. Et je lui dis, ah, vous avez rencontré Jérôme Lejeune, mais... Donc c'était forcément il y a un certain nombre d'années, parce que Jérôme Lejeune était déjà mort depuis 10 ans. Il me dit, ah oui, c'était il y a 35 ans. Oui, les larmes aux yeux. Et il me dit, c'était extraordinaire. J'ai jamais oublié ce qu'il m'avait dit ce jour-là, et c'est ça qui me tient depuis tout ce temps. Alors, je lui dis, mais est-ce que je peux voir une photo de votre garçon? Comment s'appelle-t-il? Du coup, j'ai jamais oublié le prénom. Donc à chaque fois, je demande comment s'appelle l'enfant. Et alors, en l'occurrence, je ne sais plus son prénom. Et je lui dis, est-ce que je peux voir une photo? Et il me dit, ah non, il est trop lourdement handicapé, j'ai pas de photo de lui. Bon, un peu impressionné. Et je lui dis, mais est-ce que c'est indiscret de vous demander ce que Jérôme Lejeune, ou le docteur Lejeune vous a dit à l'époque? Il me dit, ah non, ça je peux vous le dire. Il m'a dit, votre fils aura besoin de son père. Vous voyez, c'est pas une phrase exceptionnelle. Hein. Même moi, j'aurais été capable de la dire, cette phrase. Mais cette phrase avait tenu cet homme. Donc je me suis dit, c'est incroyable. En fait, ça correspond à ce que me disent tous les autres parents. Ils disaient des choses simples, voilà, des choses simples, mais ces choses fortifiaient les parents. Et donc je me suis dit, c'est quand même étonnant, ça vient d'où? Et même ses collègues médecins disaient, en fait, ils disaient rien d'extraordinaire, mais ça avait un effet incroyable sur les parents. Et donc on voit bien que c'est quelque chose qui vient d'ailleurs. C'est pas juste l'expertise, l'expérience du médecin très bon, voilà. Et en fait, en réfléchissant à ça, je pensais dans l'Évangile. Vous savez, à un moment, il y a la femme qui a des hémorragies et puis qui a été voir plein de médecins qui lui ont pris tout son argent, mais qui l'ont pas guérie. Je dis ça, je suis fille de médecin, petite fille de médecin, j'ai le plus grand respect pour les médecins. Mais là, en l'occurrence, dans l'Évangile, elle n'a pas été guérie. Et donc elle se dit, si je vais m'approcher de Jésus, et si j'arrive à toucher les franges de son manteau, je vais être guérie. Alors là, la scène est incroyable. Donc elle s'approche, il y a la foule, elle se fend la foule, et elle arrive et elle touche les franges du manteau. Et là, la phrase est incroyable. Et Jésus sent une force qui s'échappe de lui. C'est pas Jésus, il sent une force qui sort de lui, qui s'échappe de lui. Il se retourne, il dit, mais qui m'a touché? Alors il dit, bah, Rabbi, tout le monde est là, tout le monde te touche. Non, quelqu'un m'a touché. Et là, la femme, toute tremblante, dit, oui, c'est moi, Rabbi. Et là, Jésus lui dit, bah, ta foi t'a sauvé. Et je pense, toute proportion gardée, bien sûr, mais je pense qu'il y a quelque chose un peu de ce registre-là chez Jérôme Lejeune. C'est-à-dire qu'il y avait quelque chose qui émanait de lui, qui venait d'ailleurs, voilà, qui venait de cet amour qu'il avait pour ses patients, voilà, qui venait d'ailleurs. Parce que ce n'étaient pas les mots qu'il disait, qui étaient très simples, qui pouvaient avoir cet effet-là tout seul. Voilà. Et en fait, ça, on va le retrouver dans toute sa vie, parce que il avait cette façon de dire des choses parfois évidentes, mais qu'on n'ose plus dire, et cette façon de dire la vérité qui faisait des merveilles. Mais là, j'anticipe. Donc, mais voilà, c'est quand même un petit fil rouge aussi, enfin, pas un petit, un fil rouge fondamental pour comprendre Jérôme Lejeune. Donc voilà, donc cet effet sur les parents. Et là, on rentre, vous voyez, dans cet amour de Jérôme Lejeune pour ses patients. Alors, évidemment, l'immense majorité des médecins aiment leurs patients.
Mais là, c'est un amour vraiment inconditionnel. Et ce qui est très touchant et que finalement dont j'ai pris conscience en travaillant sur sa cause de canonisation, c'est quand même que Jérôme Lejeune était vraiment un esprit génial au sens propre du terme, une intelligence absolument hors du commun. Et les gens qui l'ont bien connu, y compris ses collègues, disaient mais ça aurait été un très grand mathématicien, un très bon astrophysicien, enfin il aurait brillé partout, il aurait reçu tous les prix dans toutes ces matières, enfin non, voilà, il était excellent partout. Et en fait, il a toujours choisi de donner son énergie, son intelligence, ses talents pour, comme il le disait dans sa lettre, pour trouver pourquoi ils étaient comme ça et pour pouvoir ensuite les guérir. Donc vraiment, son intelligence, qui était géniale, il l'a mise au service de ces petits patients dont il disait qu'ils étaient blessés dans leur intelligence. Voilà. Donc il a vraiment mis ses talents au service de ceux qui étaient justement privés de exactement ces talents-là. Il a mis son immense intelligence au service de ceux qui étaient blessés dans leur intelligence. Donc là, on est quand même vraiment au cœur de l'Évangile. Et que c'était un choix d'amour, parce que plusieurs fois, il était quand même tenté d'aller travailler sur d'autres objets de recherche passionnants. Notamment les radiations ionisantes, c'était passionnant. Le cancer, c'était passionnant. Et tas de trucs. Puis les gens lui demandaient de partout, du monde entier. Et plusieurs fois dans son journal, on voit, à un moment il dit, chaque fois que je suis tenté de m'évader de ces recherches sur la trisomie, j'ai une maman ou un enfant trisomique qui me rappelle à l'ordre et qui me dit, professeur, quand est-ce que tu trouves, on t'attend. Voilà. Il dit, à chaque fois, comme par exprès, où je suis tentée de partir, j'ai une lettre ou un coup de téléphone d'une maman. Voilà. Et donc je ne peux pas les abandonner. Voilà. Et un médecin un jour m'a dit, vous savez, c'est très concret parce que quand on est un esprit comme lui, brillant, qui s'intéresse à tout, avoir tous les matins en consultation des enfants trisomiques, leur faire tirer la langue, prendre le poids, la taille, le machin, etc., intellectuellement, c'est pas passionnant. Voilà. Et des tas de chercheurs, ils arrêtent la clinique parce qu'ils ont envie de s'éclater intellectuellement. Voilà. Et ben voilà. Mais ça n'avait pas d'importance, parce que lui, toutes ses recherches, c'était pour ces patients-là. Voilà. Alors quand je dis trisomie, après... D'ailleurs, c'est d'autres maladies, je vais y revenir. Mais donc, vous voyez, vraiment, c'est un vrai choix de charité, d'amour de ces patients, de continuer à travailler pour eux et de mettre tous ses talents à leur service. Alors, c'est vrai qu'après la trisomie, il a découvert d'autres maladies, d'autres trisomies, la maladie du cri du chat, enfin voilà, beaucoup d'autres maladies, beaucoup d'autres syndromes, pas forcément connus parce qu'ils sont très techniques, donc ils ne sont pas connus du grand public. Mais voilà, toujours dans le même secteur génétique et notamment chromosomique. Voilà, donc cet amour inconditionnel. Et puis, ce que je voulais dire aussi, c'est l'espérance qu'habitait Jérôme Lejeune, pour bien comprendre le regard qu'il portait sur ses patients. Et notamment, c'est Benoît XVI, dans Spe Salvi, qui a des pages magnifiques sur l'espérance propre aux médecins. D'ailleurs, je me suis demandé s'il ne pensait pas à Jérôme Lejeune en écrivant ces pages, parce que j'ai tellement l'impression de voir Jérôme Lejeune. Et il dit, voilà, en fait, aujourd'hui, le scientifique est tenté de penser que le monde a été créé sans Dieu, enfin, voilà, a évacué Dieu, et le médecin aussi. Et du coup, face à la souffrance de son patient, il est tenté de tout faire pour pouvoir empêcher cette souffrance. La souffrance est un échec, la maladie est un échec, et comme la vie n'a pas de sens, eh bien, si la personne souffre trop, finalement, c'est un acte de charité de l'euthanasie. Voilà. Tout ça parce qu'en fait, le médecin pense que c'est lui qui a le pouvoir d'enlever la souffrance ou pas. Or, le médecin chrétien sait qu'il n'est pas, évidemment, propriétaire de la vie et de la mort, qu'il n'est pas démiurge, et que la souffrance, c'est pas lui qui est maître de la souffrance. Il peut essayer de soulager, mais la souffrance nous dépasse et elle a un sens ou pas un sens, mais en tout cas, le Christ a donné un sens à la souffrance, nous aide à traverser la souffrance. Et donc, si on n'a pas l'espérance chrétienne, on ne supporte pas la souffrance de l'autre, ça nous paraît inhumain, surhumain, ça n'a pas de sens. Alors que si on a cette espérance, on la voit quand même avec l'espérance chrétienne, et on sait que chaque vie a un prix infini, quel que soit le handicap, la maladie, même la période de souffrance, on sait que cette personne a un prix infini et est appelée à l'espérance infinie. Et il dit aussi, pour pouvoir supporter la souffrance d'autrui, quand on est médecin, il faut déjà pouvoir supporter sa propre souffrance. Et pour pouvoir supporter notre propre souffrance,
Sans l'espérance chrétienne, c'est vraiment difficile. Voilà. Donc en fait, c'est très beau et c'est vrai que quand vous êtes au quotidien avec des enfants lourdement handicapés, et là quand je dis lourdement handicapés, je ne dis pas forcément trisomique, hein, parce que quand on est dans le milieu du handicap, j'espère ne choquer personne en disant ça, mais souvent on dit la trisomie, c'est la Rolls du handicap, quoi. S'il y avait à choisir, beaucoup de parents diraient moi je préfère avoir un enfant trisomique que le handicap que j'ai là, qui est beaucoup plus lourd. Voilà. Donc Jérôme Lejeune recevait des patients beaucoup plus lourdement handicapés que les trisomiques, même si la trisomie a ses difficultés évidemment. Voilà. Mais il gardait toujours cette espérance parce qu'il savait qu'ils avaient un prix infini. Voilà. Chaque vie humaine avait un prix infini. Voilà, donc ce regard d'amour et cet amour inconditionnel de Jérôme pour ses patients. Alors, donc là, vous voyez, je vous ai bien développé, enfin en tout cas j'ai essayé de bien vous développer la partie médecin, et la partie savant, la partie scientifique. Parce que parfois, on se dit, Jérôme Lejeune, bon, ok, c'était un scientifique, mais c'était surtout un chrétien. Oui, mais ce n'est pas un saucisson qu'on coupe en tranches. Donc, c'est un grand scientifique chrétien. Et ça aussi, dans le monde d'aujourd'hui, ça a évidemment son importance. Et c'est certainement aussi une des raisons pour lesquelles le monde ne l'aime pas, forcément, le monde scientifique. Il y aura la question de l'avortement, bien sûr, qu'on va voir, mais pas seulement. Il y a aussi tout l'aspect scientifique, parce que Jérôme Lejeune, avec cette science immense et son intelligence géniale, n'a jamais utilisé tout ça pour s'opposer à la foi et pour prendre en dérision la foi, la Genèse, les commandements de l'Église, l'enseignement de l'Église. Au contraire. Mais pour bien comprendre ce que ça voulait dire, je reviens à sa découverte. Donc je vous ai dit, c'était une révolution scientifique. Et du coup, eh bien évidemment, les Américains, qui sont toujours les premiers à repérer voilà, les grands, disent « Oh là là, on va le faire venir aux États-Unis ». Et donc, ils l'invitent aux États-Unis et ils lui promettent, ils lui disent « Ben voilà, on a créé une chaire de génétique fondamentale à l'Université Columbia et pour que vous en soyez le président ». Et il lui propose un salaire absolument mirobolant, enfin que Jérôme n'aurait jamais pu imaginer. Voilà, alors Jérôme me dit « Ah, d'accord, écoutez, je vais en parler à ma femme ». Donc il rentre en France, il en parle à Birth. Et lui, comme Birth, disent « Non, mais il n'en est pas question. Jérôme travaille en France, il a tous ses patients qui sont là. Il aime la France, il a tout reçu de la France, donc il veut travailler en France. » Et il y a aussi, et ça c'est intéressant, aussi que la France à l'époque, donc là on est dans les années 60, est bien plus en avance que les États-Unis en génétique, dans le domaine de la génétique. Alors on a toujours ce complexe d'infériorité, donc c'est pour ça que je le souligne. Et lui est très étonné, parce que dans les congrès de génétique où il va, ou alors il est toujours invité comme, non seulement invité, mais comme président de ces congrès de génétique, enfin c'est vraiment la star, hein, c'est devenu la star internationale sur tous ces sujets. Et en fait, dans ses lettres à sa femme, il lui dit « C'est vraiment étonnant, je leur ai servi ce soir une conférence, enfin un topo sur je ne sais pas quelle chose en génétique, un peu technique. Ça fait 3 ans que j'expose ça en France et les Américains ont l'air de découvrir la Lune. » Voilà. Donc en fait, il y a 3-4 ans de décalage entre la génétique française et la génétique américaine. Donc en tout cas, Jérôme refuse la proposition américaine. Du coup, les Américains doublent la mise, le salaire et tout ce qui va avec, et Jérôme refuse toujours. Voilà. Et par contre, les Français se disent « Ouh là là, mais il va finir par nous échapper, et donc il faut qu'on crée une chaire de génétique fondamentale et qu'on le nomme président, comme ça il va rester en France. » Voilà. Enfin, premier professeur de la chaire. Ah ben oui. Alors tout le monde est d'accord, hein. L'Académie de médecine, l'Académie des sciences, toutes les universités, enfin le truc suffisamment rare en France, vous voyez, pour être souligné. Ben oui, mais il y a un petit problème. Vous vous rappelez, il n'a pas eu l'externat. Et pas d'externat, ça veut dire pas de carrière universitaire. Donc c'est fini, blocage. Alors là, les académies disent non, mais c'est pas possible. Nous, on le veut comme professeur de la chaire de génétique. Alors là, je me dis, la Providence, vraiment, hein, elle a plus d'un tour dans son sac. Alors on cherche comment faire. Et qu'est-ce qui se passe ? Eh bien, un des amis de Jérôme, Jacques Lafourcade, qui travaille avec lui dans le labo, exhume un décret de Napoléon qui dit « Quand un médecin a fait une grande découverte, il peut être nommé professeur, même s'il n'a pas tous les grades universitaires requis. » Et donc ce décret aura servi 2 fois, sans doute, une fois du temps de Napoléon, sinon il ne l'aurait pas fait, et une fois pour Jérôme Lejeune. Voilà. C'est quand même
extraordinaire à la Providence, quoi, extraordinaire. Et c'est comme ça que Jérôme Lejeune est nommé premier professeur de cette première chaire de génétique fondamentale et devient chef de service à l'hôpital Necker enfants malades, où les patients affluent du monde entier. Il reçoit à peu près 9 000, 10 000 patients qu'il connaît par son nom, plus des dizaines de milliers de 20 000 dossiers en plus qui lui sont envoyés pour avoir son avis, etc. Et aux États-Unis, il continue à vouloir l'avoir. Donc, il est invité partout, il fait partie d'à peu près toutes les académies scientifiques possibles et qui comptent dans le monde, sauf l'Académie des sciences de France. Et il reçoit tous les prix possibles, imaginables, sauf le prix Nobel. On va voir pourquoi. Et voilà, donc il est vraiment à l'apogée et c'est vraiment la star, vraiment. Je vous dis ça parce que vous allez voir après l'importance de ce positionnement pour la suite. Et donc, à ce niveau-là, vous voyez, il pourrait utiliser la science, tout ce qu'il sait, pour dégommer un peu la Genèse. Ah oui, vous croyez que l'homme ne descend pas du singe, vous êtes ridicule. Ça, les étudiants en médecine catholique savent, c'est la première patate chaude qu'on leur envoie et il faut qu'ils se débrouillent avec ça. Voilà. Pour ça que Jérôme Lejeune a bien expliqué. Et donc, lui a montré que Darwin se trompait sur beaucoup de points, pas sur tout, mais sur beaucoup, notamment qu'il n'y avait pas une hominisation progressive. Et donc, il a développé l'hypothèse adamique, donc voilà, Adam et Ève, ou le monogénisme. Je ne vais pas rentrer dans les détails là. Alors, lui dit bien que c'est une hypothèse qui n'attend qu'à être recalée, démontée, mais que tant que ça n'a pas été démonté, elle vaut ce qu'elle vaut. Donc, vous voyez, comme généticien, évidemment, il est passionné par la Genèse, l'apparition de l'homme, et il étudie ça. Il étudie la Genèse d'un point de vue scientifique. Et en fait, il dit, il n'y a rien de contraire, rien de contradictoire entre la foi et la science. Il dit, et en fait, ça ne peut pas être contradictoire. Parce que finalement, c'est deux façons de connaître le monde. La foi nous donne par la révélation de comprendre les choses, et nous donne le but, le pourquoi. Et la science, avec notre intelligence, l'intelligence qui travaille aussi dans la foi, mais dans la science, elle essaie de comprendre comment fonctionne le monde, comment fonctionne la création. Mais donc forcément, la création a été faite par le Créateur, donc le Créateur ne va pas nous tromper par la révélation, et puis avec notre intelligence, trouver des choses contradictoires. C'est pas possible. Donc il dit, il y a le vrai et le vérifié, la science c'est le vérifié, et si de temps en temps vous avez l'impression que c'est contradictoire, il dit, grattez encore un peu du côté de la science, c'est qu'elle n'a pas dit son dernier mot. Voilà. Et notamment, il dit dans le livre de la Genèse, c'est extraordinaire, puisque l'apparition de l'homme, donc au terme du cycle, donc le ciel, la terre, etc., en fait, les animaux, etc., il dit, en fait, c'est exactement, aujourd'hui, la science nous dit que ça est arrivé exactement dans ce sens-là, voilà, dans cet ordre-là. Donc il dit, la Genèse est un livre voilà, qui nous dit en quelques pages fulgurantes la création du monde que nous, on a mis des milliers d'années, petit à petit, à essayer de comprendre et de connaître. Voilà. Bon, après, il fait attention aussi à ne pas être dans le concordisme, mais il refuse le discordisme. Enfin, ça, c'est des notions assez intéressantes qu'on ne peut pas creuser là, mais qui sont importantes pour comprendre Jérôme Lejeune. Et bon, il distingue bien les registres de la foi, de la science, et en même temps, il montre que donc la science peut conforter la foi, parce que parfois on a une foi vacillante, et puis on se dit, ah ben non, finalement, la science dit la même chose, ah bon, alors ça doit être vrai. Mais l'inverse, et ça c'est très original, il se sert de la foi aussi pour ses recherches. Alors là, vous allez me dire, c'est un petit peu bizarre. Il dit, ben non, en fait, justement, là, il y a une loi naturelle, en fait. Donc, faire des recherches qui sont contre nature, c'est forcément une impasse. Le bon Dieu ne peut pas nous demander de faire des choses contre nature pour progresser. Donc, c'est forcément une impasse. Donc, on gagne un temps infini à ne pas aller dans des impasses et aller tout de suite sur des recherches qui sont bonnes. Oui, ce n'est pas hyper politiquement correct, mais c'est très efficace. Voilà. Et c'est un angle intéressant aussi pour les chercheurs d'aujourd'hui. Un point que je veux aussi évoquer là pour Jérôme Lejeune, je vois l'heure qui tourne, hein, si vous êtes lassé, vous me dites, mais je n'ai pas dit le plus important, c'est embêtant. Voilà. Ce qui est très important aussi chez Jérôme Lejeune, c'est son humilité. Et moi, je trouve que c'est toujours très bouleversant de voir des personnes infiniment intelligente, enfin en tout cas génialement intelligente et génialement humble. Et c'est pas si rare, c'est pas si courant, c'est plutôt assez rare. Voilà. Et moi, il y a une personne que voilà, vous serez sûrement d'accord, qui est comme ça et qui c'est très émouvant, c'est Benoît XVI. Vous sentez cette intelligence, voilà, plus d'un cran au-dessus de moi en tout cas.
Et puis une humilité absolument incroyable. Ça, je pourrais vous raconter plein d'histoires là-dessus, de journalistes du Monde qui étaient scotchés par Benoît XVI. Quoi. Il dit, mais à 3 mètres de lui, on sent l'humilité de cet homme. Quoi. Et le journaliste du Monde qui vous dit ça, c'est que, voilà, c'est que vraiment il l'a senti. Non mais c'est vrai, c'était beau. D'ailleurs c'était assez touchant, mais bon, je garde ça pour les questions éventuellement si vous voulez. Donc voilà, donc cette grande humilité de Jérôme Lejeune, et ça tout le monde disait, c'était incroyable quand on le rencontrait, quand on parlait avec lui. Il y a des jeunes de l'époque qui me disent, bah, nous on venait, on était des copains de ces enfants, on arrivait, on disait, oh, on va voir le professeur Lejeune. Puis on était à table avec lui, et il disait, mais alors, il nous posait des questions, on a l'impression que c'est nous qui lui apportions toute la science du monde. Il nous écoutait avec une simplicité, une attention, comme si le monde s'était arrêté de tourner, on était seul au monde face à lui. Donc voilà, donc les gens étaient très frappés par ça, par cette humilité. Et Dieu sait, dans toutes ces conférences, c'était très simple. Et moi, il y a une conférence à l'Académie des sciences, l'Académie des sciences morales et politiques, où il a été nommé, donc à l'Institut, où il a fait une conférence pour ses pairs académiciens, donc là c'est du top niveau. Et là, quand vous lisez la conférence, vous dites, ah oui, très haut niveau. Et là, on mesure son humilité, parce que jamais il faisait des conférences comme ça pour le grand public. Donc c'est une des conférences qu'il a fait pour les académiciens. Bon, entre eux, ils se comprenaient. Voilà. Et jamais, vous voyez, il employait des mots un peu compliqués, il se faisait mousser, il prenait des postures. Jamais, jamais, jamais. Quoi. Donc, voilà. Donc c'est vraiment l'humilité géniale. Voilà. Et c'est très important pour comprendre Jérôme Lejeune, parce que c'est aussi l'humilité du chrétien face à Dieu et du chrétien face à l'évangile et à ce qu'on va lui demander. Voilà. Il ne va jamais se croire supérieur à la morale chrétienne et supérieur quand il va suivre sa conscience. Et Jérôme Lejeune avait un très grand sens de la conscience. Voilà. Il choisissait en conscience ce qu'il avait à faire. Il aimait beaucoup saint Thomas More. Les deux saints qu'il aimait beaucoup, c'était saint Vincent de Paul pour l'attention aux pauvres et saint Thomas More pour la rectitude de la conscience et la fidélité à sa conscience. Mais ce n'était pas une conscience qui redéfinissait la morale à son gré. C'était la conscience qui voyait comment elle pouvait vivre de la morale enseignée par l'Église, voilà, des commandements de Dieu. Donc vous voyez, ce grand savant, mais vraiment aimanté par la vérité, aimanté par la vérité. Ça, c'est vraiment une caractéristique de Jérôme Lejeune. Et vous voyez, on retrouve un petit peu Benoît XVI encore. Voilà. Mais non, mais je vois tellement de points de commun entre les deux. Et donc, aimanté par la vérité, et puis cet amour inconditionnel avec ses patients. Et pour toute vie humaine, d'ailleurs, pas seulement ses patients. Et donc là, on a vraiment les deux ailes de Jérôme Lejeune. Et là, vous comprenez bien que quand vont commencer à apparaître toutes ces lois proposant l'euthanasie, l'avortement, enfin toutes ces lois eugéniques, son sang va faire qu'un tour. Il va se dire, c'est pas possible. Et en fait, il commence à sentir ça à la fin des années 60, quand il va dans ses congrès de génétique aux États-Unis, partout dans le monde. Tout d'un coup, il y a des congrès où on commence à parler de sélection in utero des enfants, grâce à sa découverte. On sait maintenant si les enfants ont un chromosome en plus. Et grâce à la découverte de Cyril Lillet, qui est ce néo-zélandais qui a découvert l'amniosynthèse. Cyril Lillet était un grand chrétien et qui avait pratiqué la première amniosynthèse en vue de sauver un enfant in utero qui était malade, pour savoir si à la naissance on pouvait l'opérer. Et donc ces deux découvertes faites par deux grands chrétiens pour sauver les patients sont retournées contre les patients et utilisées. Enfin, on propose désormais de les utiliser pour sélectionner les patients avant la naissance et pour les avorter. Donc ça, c'était vraiment pour Jérôme, évidemment, un crève-cœur. Je ne sais pas si on peut mesurer, en fait, à quel point, pour lui qui a donné toute sa vie pour soigner ses patients, en fait, la découverte qu'il a faite est retournée contre eux. Enfin, je pense que c'est vraiment terrible, quoi. Terrible. Et Jérôme sent ça dans les congrès, et donc, la première fois qu'il entend ça, il intervient, et il dit, mais en fait, là, vous êtes en train de proposer une médecine qui va sélectionner en fait les patients qui auront le droit de vivre. Donc en fait, on va garder les gens en bonne santé, puis on va supprimer ceux qui sont malades. Il dit mais c'est le contraire de la médecine, ça. On est justement là nous pour essayer de soigner les patients. Vous voyez, en termes très simples, il rétablit les choses comme une évidence. Et après le congrès,
Alors, c'est des congrès que de généticiens, hein, c'est pas du grand public. Après le congrès, il y a des généticiens qui viennent le voir, qui disent heureusement que vous avez dit ça, je suis d'accord avec vous, mais moi, j'ai pas osé le dire, mais heureusement que vous l'avez dit. » Et puis d'ailleurs, là, il y en avait, ils hésitaient, ils étaient prêts à voter pour la sélection eugénique. Mais en fait, en vous entendant, ils se sont dit que vous aviez raison, donc maintenant, ils ont rallié votre opinion, etc. Et, tout. Et Jérôme est sidéré. Il est sidéré de voir que les gens n'osent pas dire la vérité, et que quand on dit la vérité, en fait, l'effet que ça a, en fait, les gens disent « Ah ben oui, en fait, vous avez raison. » Voilà. Ils disent « En fait, c'est tellement simple de dire la vérité, et surtout, ça a tellement d'effets. Voilà. » Et donc, Jérôme ne cessera de dire la vérité après, pendant toutes les années à venir, parce que c'est une évidence. Voilà. Une évidence de dire ce qu'on pense. Voilà. Après, les gens font comme ils veulent, mais au moins, on a dit ce qu'on pensait devoir dire. Voilà. On a témoigné de la vérité. Et donc, Jérôme fait ça dans les congrès. Et en 69, et là ça va être le grand basculement de sa carrière, il reçoit le Allen Memorial Award. Donc il reçoit une lettre à Paris au mois d'août et on lui dit voilà, vous avez reçu le Allen Memorial Award, enfin vous êtes lauréat, et c'est le plus grand prix de génétique au monde. C'est un peu le prix Nobel des généticiens à San Francisco, et ce sera remis au mois d'octobre. Donc évidemment, il est très content et très heureux. Et donc, il s'apprête à partir là-bas. Et donc là, il sait qu'il y aura les plus grands généticiens du monde. Il y aura à peu près 200 généticiens et ceux qui sont l'avenir de la génétique, ceux qui font qui conseillent les législateurs, etc. Et qui donnent la tendance. Voilà. Et en fait, il se dit, c'est le jour ou jamais. Il va falloir que je fasse réfléchir. Et il faut mesurer le truc, hein, parce que là, on est en 69, donc à chaque fois, il faut que je recalcule, je suis quand même pas très douée. Il est né en 26, vous voyez, donc il a quoi ? Il a 46 ans, 43 ans. Et en fait, il est au sommet de sa carrière. Il pourrait faire, comme tout le monde dans ces cas-là, faire un discours, merci beaucoup, merci, c'est beaucoup d'honneur, vous êtes tous formidables, enfin, on fait un beau travail. Et non. Et là, il choisit dans son discours de faire réfléchir. Et le titre de son discours, c'est « To kill or not to kill ». Donc, tuer ou ne pas tuer. C'est la question qui se pose aujourd'hui à la médecine. Alors évidemment, quand les organisateurs du congrès apprennent qu'ils veulent dire ça, ils disent « Non, mais surtout, ne parlez pas de ça ». Mais bon, quand Jérôme avait décidé quelque chose, c'était rare qu'on puisse le faire changer d'avis sur ces sujets-là. Et donc, il fait ce discours. Et ce discours est d'une beauté extraordinaire, parce que très simple, très, très scientifique, hein, c'est logique. Et il dit, mais donc, voilà l'art de la médecine qui est fait pour soigner, aider, voilà. Et puis aujourd'hui, certains sont tentés d'en faire un moyen de sélection. Mais alors, dans ce cas-là, il faut qu'on soit logique. Donc, dans ce cas-là, il faut décider quels sont les critères de vie et de mort, qui va appliquer ces critères, quel est le juge d'application des peines. Et puis surtout, il faut qu'on change le nom de notre organisme prestigieux qui nous reçoit ce soir, qui organise le prix, le National Institute for Health, donc l'Institut national de la santé. Et son vrai nom, du coup, deviendra le National Institute for Death, l'Institut national de la mort. Alors, voilà, vous imaginez un peu le pavé dans la mare. Donc, silence de mort. Alors les Américains ne sont pas du genre silencieux, vous voyez, ils sont plutôt du genre fantastique, great, formidable, tout. Et alors là, rien. Silence de mort. Il rentre autour de sa place, tout le monde s'écarte, pas un applaudissement. Et quand il prend l'avion le lendemain, en rentrant à Paris, il écrit dans son journal je savais qu'on ne me pardonnerait pas cette incartade de rappeler combien la médecine de toujours, en fait, suit la tradition, la loi naturelle et la tradition chrétienne de ne pas tuer mais de soigner. Je savais que ça me coûterait mon prix Nobel, mais entre tordre le cou au prix Nobel et tordre le cou aux enfants trisomiques, il n'y avait pas à hésiter. Donc il avait tout à fait conscience qu'en disant ça, il risquait de briser sa carrière. Et pourtant, il l'a fait. Et c'est là où on peut se dire vraiment c'est un acte héroïque. Parce que, évidemment, Jérôme Lejeune n'aurait jamais fait d'avortement. Ce qui déjà est devenu courageux. Et aujourd'hui, c'est même très courageux. Mais en fait, c'était plus que ça. Il s'est dit, en fait, il faut que je parle, il faut que je dise. Je ne peux pas taire la vérité. Je ne peux pas me taire, je ne peux pas rien dire. Voilà. Et ça, c'était héroïque parce qu'il savait qu'il avait tout à perdre en le faisant. Et il a quand même décidé de le faire. Et là, on voit ce qui va se dérouler après dans les années à venir, c'est que Jérôme ne s'intéresse pas
Jamais il a pris en considération son intérêt personnel. Il n'a toujours pris en considération que l'intérêt de ses patients, l'intérêt, au-delà de ses patients, même de toute vie humaine, et l'intérêt de la vérité. Et donc forcément de façon héroïque, parce que ça devient héroïque de défendre la vérité dans ces conditions et défendre la vie humaine dans ces conditions. Et donc il revient en France, et alors là on est en 69, et quand on regarde les courbes d'invitation dans ces congrès, eh ben, effectivement, à partir de 71, parce que souvent vous êtes invité 2 ans avant, donc il faut attendre 2 ans, à partir de 71, la courbe fait comme ça. Il n'est plus invité dans les congrès. Le seul congrès où il est encore invité, c'est par la Fondation Kennedy, dont il a reçu le prix Kennedy, très important pour toute son œuvre. Et la Fondation Kennedy qui est très inquiète de cette évolution de l'eugénisme et qui du coup continue d'inviter Jérôme Lejeune parce que c'est le meilleur défenseur qu'elle ait trouvé. Et ce qu'il faut voir, en fait, aussi, c'est important de prendre conscience de ça, c'est que Jérôme Lejeune est au bon moment, au bon endroit. C'est-à-dire que l'eugénisme n'est pas quelque chose qui est né en 1950. L'eugénisme, ce sont une idéologie qui naît au 19e siècle, en France, aux États-Unis. Les Français, il y a des Français, malheureusement, qui sont des grands idéologues eugénistes, qui posent un peu les bases. Donc tout ça se développe au 19e. Mais elle n'a pas encore, l'eugénisme n'a pas encore les moyens de s'appliquer. Et puis les progrès de la génétique font que justement l'eugénisme va pouvoir s'appliquer à grande échelle. Voilà. Et notamment grâce à la découverte de Jérôme Lejeune. Donc en fait, il se trouve au moment historique où l'eugénisme, grâce à la génétique, trouve les moyens de s'appliquer à grande échelle. Et donc il a tout à fait conscience de ça. Et il se dit, la dernière chance, c'est encore de faire prendre conscience de ça aux généticiens. Voilà. Et je pense que, c'est pas je pense, et je suis sûre que Jérôme avait un regard un peu prophétique sur le sujet. Il n'avait aucune illusion sur ce qui allait se passer après si les lois sur l'avortement passaient. Il savait qu'après, ce serait, une fois que la digue aurait sauté, ce serait le... Voilà. Donc il n'avait aucune illusion sur ça. Et c'est certainement la raison pour laquelle aussi il a combattu avec autant de force sur cette loi-là, et qu'il a été si peu compris, si incompris, notamment par l'Église de l'époque, l'Église de France de l'époque, parce que je pense qu'il voyait avant tout le monde, il voyait à quel point c'était une révolution gravissime, très grave. Voilà. Du coup, il y a ce fameux discours, il n'est plus invité dans les congrès de génétique, et puis en France, en 72-73, commencent les débats sur l'avortement, sur la loi Veil, avant la loi Veil, sur l'avortement, et c'est là où... il est invité à un premier débat télévisé contre le député Perret qui veut passer une loi autorisant l'avortement. On commence toujours par les trisomiques, c'est toujours les premières victimes. Donc c'est ceux qui sont ciblés par ce projet de loi. Et Jérôme Lejeune va à cette émission et c'est extraordinaire de le voir. C'est vraiment extraordinaire de le voir. La façon dont il boue, mais en même temps, il est calme. Vous savez, comme on a l'impression de voir une mère qui va protéger ses petits qui sont en danger. Donc, une force incroyable. Il parle doucement, calmement, mais on sent que c'est ses petits et on n'a pas le droit de toucher à ses petits. Voilà. Et alors, c'est que sur un plan évidemment scientifique. Et en fait, le discours qui tient toujours, c'est « Nous sommes médecins, nous avons prêté le serment d'Hippocrate. » Le serment d'Hippocrate, c'est 400 ans avant Jésus-Christ. Il nous dit ne pas nuire, toujours prendre, bien sûr, choisir le bien du patient et ne pas donner de PCR abortif à une femme. Il dit, nous médecins, nous avons tous prêté ce serment d'Hippocrate. Donc aucun de nous ne peut faire d'avortement. Comme généticien, je sais bien que l'embryon est un être humain. L'embryon humain est un être humain. Ce n'est pas un amas de cellules dont on peut faire ce qu'on veut. Donc l'avortement n'est pas le rôle d'un médecin. L'avortement d'un embryon n'est pas le rôle d'un médecin. Et en fait, c'était imparable. Imparable. Alors on essaie de dire oui, mais vous dites ça parce que vous êtes catholique. Alors d'ailleurs, Jérôme Lejeune parfois disait c'est amusant, on vous dit jamais vous dites ça parce que vous êtes franc-maçon. Les catholiques doivent avoir une vertu particulière pour protéger la vie, ce qui est vrai d'ailleurs. Alors, vous dites ça parce que vous êtes catholique, genre donc ça n'a pas de poids. Et Jérôme disait non, je dis ça parce que je suis médecin, généticien et j'ai prêté le serment d'Hippocrate et je sais que c'est un être humain. Voilà. Et tous les médecins ont prêté le même serment, donc personne ne peut faire d'avortement. Donc c'était imparable. Et du coup, en face, ils étaient démunis. Et Madame Lejeune, un jour, l'avait accompagnée à une émission,
Et comme je vous ai dit, avec son look esquimau et ses 3 petits cheveux en noix de coco, les journalistes qui étaient derrière la tribune n'avaient pas repéré que c'était Madame Lejeune. Et je pense qu'ils s'attendaient à une petite dame toute classique avec un chignon et un petit collier de perles. Et c'était pas du tout Madame Lejeune qui fumait cigarette sur cigarette, qui était habillée un peu comme ça. Bon, voilà. Et vous voyez, les clichés jouaient en la faveur de Madame Lejeune. Et elle a entendu 2 journalistes dire, alors pardonnez-moi pour le mot qui sera en plus enregistré, malheur, mais c'est un mot historique, donc je vais quand même le dire. Oh, le salaud, il est trop bon, on le réinvitera jamais. Voilà. Parce qu'il n'avait rien à opposer à cette argumentation rationnelle de Jérôme Lejeune. Voilà. Donc, et c'était la force de Jérôme. Et là, voyons, on touche du doigt comment dire, la sainteté de Jérôme. C'est-à-dire que c'était une sainteté, vous voyez, de l'intelligence. Et moi, je souligne ça. C'est très important. Sainteté de l'intelligence. Il s'est toujours battu sur le plan de la raison, des arguments de raison. Et donc, c'était imparable. C'était en face, ils n'avaient aucun argument, à part la violence, la dérision, inventer des faux arguments. Mais lui, il était toujours en vérité, avec le mot juste. Et d'ailleurs, il disait, il n'y a qu'une façon de gagner, c'est annoncer la vérité, toujours la vérité, rien que la vérité. La vérité gagnera. C'est ceux qui mentent, c'est ceux qui disent des choses fausses, qui doivent inventer des arguments, etc. Mais la vérité est simple, il suffit de la dire. Voilà. Et donc cette intelligence qui est toujours au cœur du combat. Et puis, vous voyez, on se retrouve, et ça c'est très important, ça dit vraiment Jérôme Lejeune. Vous voyez, je vous ai dit, un grand scientifique, un médecin à l'amour inconditionnel. Donc évidemment, quand on va lui dire, il faut faire, alors pas lui, il faut faire des avortements, mais l'avortement est quelque chose de bien. Mais on l'a vu à San Francisco, lui il dit, je ne peux pas me taire, je ne peux pas faire comme si c'était bien, je ne peux pas me taire. Et là, on retrouve le non possumus, vous savez, des premiers martyrs. Non possumus, je ne peux pas. Et vraiment, profondément, je pense que Jérôme Lejeune ne pouvait pas se taire sans se renier lui-même. Il ne pouvait pas, il se serait renié lui-même. Son intelligence est tellement aimantée par la vérité, il savait que c'était horrible, il ne pouvait pas faire comme si ça n'existait pas, il ne pouvait pas ne rien dire. Voilà. Et donc il le fait à San Francisco et après dans les années qui suivent avec ce courage de tout perdre, et il perd tout. Donc en France, voilà, donc il y a des tas de conférences qui se passent parfois très mal. Hein, on lui balance du mou de veau à la tête en disant « Tiens, le jeune, c'est comme des fœtus avortés ». Enfin, il faut voir la violence. Dans le fond, il y a des affiches, les gens à la Mutualité à Paris et à la Cato aussi, grandes affiches « À mort, le jeune et ses petits monstres ». On écrit ça aussi sur les couloirs de son hôpital. Une fois à la Cato, il fait une conférence, il y a, je sais pas, 300 personnes, et puis dès qu'il parle, les gens qui se mettent à hurler dans la salle. « À mort le jeune !» Des hurlements. Et lui, on l'entend, il continue à parler, il raconte à ce moment-là l'histoire du petit Tom Pouce, etc. C'est très beau. Et puis il reste calme. Et à un moment, il dit que ceux qui sont avec moi se lèvent et quittent la salle. Alors, en général, on fait le contraire, on demande aux... Voilà. Et alors les gens sont un peu étonnés et ils répètent que ceux qui sont avec moi se lèvent et quittent la salle. Alors tout le monde se lève et tout le monde part. Reste dans la salle 3 personnes en diagonale, donc les techniques d'agitation, vous savez, de révolutionnaire. Et Madame Lejeune dit, et l'un des 3 était un ancien dominicain défroqué, voilà. Dont elle a oublié le nom charitablement. Voilà. Et moi aussi. Enfin, moi je ne l'ai jamais su. Donc, je ne suis pas charitable. Enfin, j'essaie de l'être, mais là, vous n'en avez pas la preuve. En tout cas, voilà. Voilà, donc pour vous dire quand même tout ce qu'il vivait, vous voyez, vous arrivez à l'hôpital et vous avez sur les murs de l'hôpital « À mort le jeune et ses petits monstres », c'est violent quand même le matin, les pneus de sa voiture crevés, etc. Et puis, à la fin des années 70, enfin 80, on lui enlève tous ses crédits de recherche, le CNRS lui enlève, donc il n'a plus d'argent pour faire ses recherches. Et en 81, le CNRS, par contre, a de l'argent pour créer une équipe parallèle à la sienne, une équipe de recherche. Et donc, on prend tous ses collaborateurs et on crée une autre équipe à côté qui prend le matériel et le personnel. Voilà. Et donc, lui se retrouve en 81 tout seul avec Mademoiselle Rétoré, qui est son assistante, et qui travaille avec lui, tout seul sur une caisse dans son labo. Voilà. Il faut voir quand même ce que c'est, hein. 80, après toute la gloire qu'il a connue,
la gloire. Parce qu'à San Francisco, moi j'ai plein de témoignages de médecins qui m'ont dit ben moi j'étais à San Francisco rien que pour voir la star, le jeune. Tout le monde parlait de le jeune à l'époque, tout le monde est venu pour le voir. Enfin, oui, en 69, donc vous imaginez en 81. Voilà. Et tout d'un coup, plus rien, quoi, plus rien. Enfin, ça aurait brisé n'importe qui, quoi. Et ses enfants lui disaient, mais papa, quand tu vois cette violence dans les congrès, etc., mais t'as pas peur quand même, c'est dangereux. Et lui disait, mais non, parce que c'est pas pour moi que je me bats, c'est pour mes petits patients. Donc voilà, lui ne s'intéressait pas, comme je vous ai déjà dit. Donc il n'avait pas peur, il était dans les mains de Dieu, il faisait ce qu'il avait à faire, il témoignait. Alors vous allez me dire, bon ben super, mais alors comme exemple, ça fait pas très envie, hein, surtout pour les jeunes, voilà, la carrière fichue, tout s'arrête, etc. Ah ben oui, mais non, ça c'est à vue humaine, parce qu'à partir de là, eh bien d'autres portes s'ouvrent, et en fait c'est extraordinaire quand on voit ça, parce que il y a certaines portes qui se ferment. Ok, il n'est plus invité dans les congrès de génétique, il continue évidemment ses recherches, il continue évidemment à suivre ses patients. Beaucoup de chercheurs qui l'invitent plus dans les congrès continue à l'écrire, parce que nous on a les lettres, et continue à lui demander conseil de façon informelle, enfin de façon pas officielle. Donc il continue son travail, tout comme avant, mais il n'est plus invité dans les congrès génétiques. En revanche, à partir de là, il est évidemment reconnu comme un des plus grands défenseurs de la vie humaine, un des plus grands défenseurs de la beauté de la vie, et donc s'ouvre à lui, au contraire, des tas de lieux de témoignages. Et là, il devient un apôtre de l'évangile de la vie, vraiment un missionnaire de l'évangile de la vie, et il part témoigner dans le monde entier, et j'allais dire à un niveau bien plus élevé que les congrès de génétique, qui sont des congrès de spécialistes fermés. Là, on lui demande de témoigner devant les parlements, dans des procès historiques, dans des tribunaux, notamment aux États-Unis. Et donc, il témoigne notamment tous ces pays qui sont en train de faire passer des lois sur l'avortement. Et donc, on lui demande, notamment au Canada, beaucoup aux États-Unis, en Australie, en Nouvelle-Zélande, dans beaucoup de pays d'Europe, en Amérique latine. Donc, tout ça dans des parlements. Et puis, dans des procès aussi très importants aux États-Unis, en Louisiane, dans le Tennessee, dans le Mississippi aussi, je crois. Et en fait, notamment le fameux congrès, témoignage de Marieville, que vous devez connaître, certains. Et donc, on lui demande, là on est en 89, on lui demande de défendre 7 embryons congelés. Voilà. Donc, c'est un couple qui divorce, qui ont 7 embryons congelés. Et l'homme dit non, mais on détruit tout ça, c'est rien. Et la femme dit bah non, ce sont nos enfants. Et le juge se dit ah mais je fais quoi? Ce sont des choses ou ce sont des personnes? Il y a 2 catégories en droit. Il n'y a pas une troisième option. Chose ou personne. Donc il est complètement démuni. Et c'est là où il y a un Américain qui voit ça dans le journal et qui dit mais qui connaissait Jérôme Lejeune, il dit il faut absolument que Jérôme Lejeune vienne témoigner. Et donc c'est incroyable parce qu'il appelle le juge, il lui dit arrêtez le procès pendant 3 jours, il y a un Français qui va venir vous aider, je vais l'appeler et il va venir témoigner, ça va vous aider. Et l'autre lui dit mais il est d'accord? Ah mais il n'est pas encore au courant, mais je suis sûr qu'il va venir. Donc le juge, on peut dire, a fait un acte de foi et il a dit d'accord. Et donc Martin Palmer, l'Américain, qui était lui-même avocat mais pas dans cette affaire, appelle Jérôme Lejeune à Paris et il lui raconte l'histoire. Et Jérôme Lejeune me dit mais que dit la mère? Et l'avocat lui dit en fait la mère dit ce sont mes enfants, on ne peut pas les détruire, mais si je n'ai pas le droit de les réimplanter, je préfère au moins qu'ils soient donnés à une autre femme pour qu'ils puissent vivre plutôt qu'ils meurent. Et Jérôme dit ce jugement a déjà été rendu par Salomon, voilà. Et du coup je ne pensais pas que je reverrais ce jugement, et donc je viens. Voilà. Et donc il part pour Marieville, et donc c'est un procès historique parce que c'est le premier procès du genre. Il y a 200 journalistes, sans parler du public. Et Jérôme Lejeune fait cette démonstration magnifique de qu'est-ce que c'est qu'un embryon. Voilà, depuis la première cellule, depuis le zygote, voilà, jusqu'à la naissance. Et le juge est absolument émerveillé par la démonstration de Jérôme Lejeune. Et donc se laisse le temps de la réflexion. Et quelques jours après, il conclut à l'humanité des embryons, qui sont des petits êtres in vitro. Et donc on ne peut pas les détruire. Donc c'était une grande joie pour Jérôme Lejeune.
après, malheureusement, il y a eu un appel, etc. Et plus tard, finalement, les embryons seront tués. Mais ce qui est... Et là, enfin, non, je ferme là-dessus, je reviendrai pour finir là dans 5 minutes. Vous tenez encore 5 minutes ou pas? Ça va, bon. Et voilà. Et du coup, donc, il part vraiment témoigner dans le monde entier. Ce congrès est très connu, enfin, ce procès, mais il y en a beaucoup d'autres. Aussi des cas c'est le cardinal O'Connor qui lui demande de venir parce que c'est un papa dont la femme ou la copine est enceinte et veut avorter, et lui a tout fait pour empêcher l'avortement, et du coup c'est lui qui est poursuivi devant les juges, et donc on demande à Jérôme Lejeune de venir témoigner pour protéger, enfin pour défendre cet homme. Bon. Voilà, donc beaucoup de cas comme ça, et Jérôme chaque fois il va en sachant que pour lui c'est aussi toujours pas un cas de conscience mais presque, parce que enfin le matin, il est en consultation, l'après-midi, il a la recherche, avec cette obsession de trouver comment les guérir. Et vraiment, c'est une obsession, c'est-à-dire son journal intime. Au début, il parle un peu de la famille, etc. Et puis, dans les 20 dernières années de sa vie, ce n'est que des formules biochimiques, etc. Voilà, on sent que ça l'obsède, trouver enfin ce traitement pour les guérir. Et quand il est appelé à témoigner comme ça, ou à faire des conférences, des congrès sur la famille, etc., en fait... Très souvent, il accepte aussi parce qu'il sent qu'il y a ce besoin d'annoncer la vérité, toujours rappeler. Voilà. Il y a cette jolie alors, non, je ne vais pas savoir vous la redire. Vous dites, en fait, une intelligence faussée n'entend plus la raison du cœur. Voilà, une jolie formule comme ça. Donc, toujours reformer les intelligences. Voilà. Donc, pour lui, c'est vraiment une mission. Voilà. Mais vous imaginez le planning qu'il avait, quoi. Donc, vraiment, toujours cette difficulté à répondre à tous ses devoirs d'État, sans oublier évidemment, là je ne vous en parle pas, mais de sa famille, sa femme, ses 5 enfants, voilà. Donc bon, il déjeunait tous les jours chez lui, donc ce qui donnait quand même aussi une présence que ses enfants ont beaucoup aimé. Mais voilà, donc vous voyez un peu le cadre des journées très chargées, mais il répondait autant qu'il pouvait à cet appel témoigné dans le monde entier. Et alors, quand même au passage, il faut que je vous parle aussi qui est aussi une porte qui s'est ouverte pour lui à un moment très difficile de sa vie, de son amitié avec Jean-Paul II. Parce que, donc, en fait, l'Église le repère assez vite, en fait, dans les années 75, quand il commence 70-75, il est repéré par le Vatican. Paul VI l'appelle à Rome et l'envoie défendre la position de l'Église à la fameuse conférence de Pékin sur les femmes, le développement, etc., et où c'est toujours l'occasion de faire passer tout l'agenda sur l'avortement, enfin voilà, tous les droits procréatifs, le droit reproductif. Il faut entendre en fait l'avortement. Et donc Jérôme y va, et visiblement le pape est très heureux du travail de Jérôme, parce que quand il revient, il le nomme membre de l'Académie pontificale des sciences. C'est intéressant, l'Académie pontificale des sciences, parce que vous voyez, on parlait tout à l'heure de la proximité de la science et de la foi, qu'il n'y a pas d'opposition, et les gens tellement souvent vous disent mais l'Église est complètement arriérée, ne comprend rien à la science. Or, la première académie scientifique au monde, c'est l'Académie pontificale des sciences. Voilà. C'était avant l'Académie des Lincei, l'Académie des Lynx en Italie, et ensuite qui s'est transformée, qui est devenue l'Académie pontificale des sciences. Et cette académie réunit à peu près que des prix Nobel, donc c'est la plus grosse concentration de prix Nobel au monde. Donc ils savent à peu près de quoi ils parlent, les gars. Voilà. Et ils ne sont pas forcément du tout catholiques. On ne leur demande pas d'être catholiques, on leur demande d'être experts dans leur domaine. Ce qui fait que le pape est sans doute la personne la mieux instruite sur tous les sujets relatifs à la science, puisque dans son académie, il a les meilleurs physiciens, biochimistes, astrophysiciens, biologistes, enfin tout. Voilà, ils sont là. Et quand il a une question, il leur demande un rapport. Et donc là, on est en 81, en pleine guerre froide, avec ce risque atroce d'une guerre atomique. Et Jean-Paul II, donc, pardon, j'ai sauté ça. Donc Jérôme Lejeune est rentré à l'Académie en 76, et ensuite arrive Jean-Paul II. Et il y a cette rencontre entre Jean-Paul II et Jérôme Lejeune, très belle en fait, et je pense qu'en fait ça s'est fait quand Jean-Paul II a fait son premier discours à l'Académie pontificale des sciences. J'ai lu son discours cette année-là, et je me dis, mais Jérôme Lejeune a dû boire du petit lait en l'écoutant, parce que c'était tout, justement, le lien entre la foi et la science, le travail des scientifiques, etc., et le grand respect qu'il avait pour la science, etc. Bon. Et donc exactement la ligne de Jérôme. Donc je pense que Jérôme est tombé sous le charme à ce moment-là. Et en fait, il y a eu
tout de suite une très grande amitié spirituelle entre les deux. Vous voyez, ce même amour, ce même regard contemplatif, ce même amour de la vie, cette même poésie, ce même goût du théâtre, ce même humour, tous les deux beaucoup d'humour. Voilà. Donc vraiment deux grands amis. Et ensuite, Jean-Paul II lui a demandé, dans le sein de l'Académie, de travailler avec d'autres experts sur les risques d'une guerre atomique. Et alors vous allez dire, bah oui, bon, une guerre atomique, on a bien compris que c'était pas le rêve, hein, donc est-ce qu'on avait vraiment besoin de travailler dessus pour en savoir davantage ? Bah oui, parce qu'il fallait quand même apporter des chiffres. Et c'est vrai que le rapport est absolument terrifiant, c'est-à-dire qu'une bombe et après en cascade tous les effets, enfin bon, c'est terrifiant. Et ensuite, le pape, au vu de ce rapport, les a envoyés par deux voir tous les présidents des pays qui avaient la bombe atomique pour exposer ce risque en fait de fin du monde. Enfin, clairement, quand on lisait ça, voilà. Et c'est Jérôme Lejeune qui est envoyé pour voir Brejnev. Donc, on est en 81, c'est avant l'attentat, et Brejnev, c'est la première fois que l'URSS reçoit un envoyé du Vatican. Et du coup, Jérôme part là-bas, rencontre Brejnev, et le message qu'il lui délivre, c'est vraiment intéressant. Il est très très bien reçu par Brejnev. Et en fait, il lui dit, en substance, je vous lis juste la conclusion, si je la retrouve. Non, je vais la retrouver, pourtant je l'avais. Ah voilà. La survie de l'humanité dépend de l'acceptation de principes fondamentaux transcendants. Vous allez me dire, c'est un petit peu compliqué là, à 22h10. Non, mais en fait, c'est quand même incroyable. Jérôme Lejeune va chez Brejnev pour lui expliquer qu'en fait, l'humanité ne pourra survivre que si on accepte l'existence de principes fondamentaux transcendants. À Brejnev, en URSS. Ouais. Et en fait, le traducteur est comme ça, l'interprète, et il lui dit non, mais vous voulez dire autre chose sur... Non, principes fondamentaux transcendants. Donc, l'interprète se dit, ça y est, je vais partir au goulag, c'est sûr. Donc, alors, on pense qu'il a dit la bonne phrase, d'ailleurs, en fait, on ne sait pas, Jérôme Lejeune ne parlait pas russe, mais bon. Et Brejnev prend un moment de silence et dit « Da ». Donc, oui. Donc, je me dis, en fait, c'est dingue. Brejnev reconnaît l'existence de principes fondamentaux transcendants et reconnaît que c'est la seule chose qui puisse faire survivre l'humanité. Voilà. Mais je me dis, mais est-ce qu'aujourd'hui, nos hommes politiques, là, quand on leur parle de bioéthique, ils ne peuvent pas... est-ce qu'ils seraient d'accord sur cette phrase-là ? Ce serait intéressant de les faire réfléchir là-dessus. Oui ou non ? Parce que si c'est non, ça veut dire qu'ils sont pires que Brejnev. Si c'est oui, on a peut-être un petit fil à tirer. Quoi. Voilà. Non, mais parce qu'en fait, c'est ça. On en est là. Quoi. On en est vraiment là. Donc voilà, donc cette mission avec Brejnev, je ne vais pas vous raconter toutes ces missions parce que c'est... Voilà. Mais pour vous montrer un peu l'importance, et en 81, vous savez, c'est aussi l'année de l'attentat. Et donc, en fait, au mois de mai, et Jérôme Lejeune est avec le pape Jean-Paul II le jour de l'attentat. En fait, il déjeune avec le Saint-Père, avec Madame Lejeune. Il déjeune, parce qu'à chaque fois que Jérôme allait à Rome, le Saint-Père l'invitait à sa messe le matin, et ensuite ils déjeunaient ensemble. Et donc là, ils déjeunent ensemble, et ils se quittent, Jérôme Lejeune, pour rentrer à Paris faire une conférence, et le pape pour aller faire le tour de la place Saint-Pierre pour l'audience, qui à ce moment-là était l'après-midi. Donc voilà, Jérôme Lejeune, donc ils se disent au revoir. Jérôme Lejeune et sa femme partent pour l'aéroport Fiumicino. Ils arrivent à l'aéroport, il y a un peu d'effervescence, etc. On les fait monter dans l'avion, et puis là, avion bloqué au sol, 3 heures, sans aucune information, rien, etc. Donc Jérôme commence à bouillir en disant « mais moi je fais une conférence ce soir à Paris, etc. » Puis 3 heures dans l'avion au sol, c'est long pour tout le monde. Hein. Bon. Et finalement, l'avion décolle, arrive à Paris, et puis bon, très bien, ils sautent dans le taxi, et dans le taxi, à la radio, ils entendent toutes les condoléances qui arrivent de tous les pays, tout le monde. Et donc Jérôme dit au chauffeur de taxi, mais tiens, mais il y a quelqu'un qui est mort, c'est qui, etc. Et le chauffeur lui dit, vous n'êtes pas au courant, c'est le pape, il a été assassiné place Saint-Pierre. Ah, Jérôme dit quoi? Il dit, oui, il y a eu un attentat, c'est épouvantable, voilà, bon, il est mort. Parce qu'en fait, il était entre la vie et la mort, donc on annonçait sa mort. Donc ça fait un tel choc à Jérôme, qui a eu un malaise dans le taxi, il est rentré chez lui. Évidemment, ils sont précipités à la télévision pour voir en boucle, vous savez, ces images où on voit le pape s'effondrer dans les bras du cardinal Zivitz, enfin à l'époque du père Zivitz. Et Jérôme Lejeune, là, dit, une de ses filles l'entend dire dans un murmure, si seulement ça avait été moi.
Et puis voilà. Et en fait, le soir, il va faire sa petite conférence, il revient, il est très mal pendant toute la nuit, au point que Madame Lejeune est obligée d'appeler les urgences. On l'emmène en urgence à l'hôpital. Et là, le médecin dit qu'il faut l'opérer d'urgence. Heureusement que vous êtes venu, parce que dans 2 heures, c'était trop tard. Et en fait, Madame Lejeune me dit, Jérôme a perdu la connaissance pendant 2 jours. Il était dans le coma pendant 2 jours. On l'a opéré alors d'un... Je ne sais plus ce qu'elle m'a dit. J'arrive jamais à retenir ce truc. Mais genre calcul biliaire, mais voilà. Et en fait, ils ont été très frappés parce qu'après, il avait le même bulletin santé que le pape. C'est-à-dire que le matin, on entendait à la radio le pape aujourd'hui a ouvert les yeux, puis elles allaient à l'hôpital et là, on voyait Jérôme qui avait ouvert les yeux. Après, le pape a pu s'asseoir dans son lit, elles allaient à l'hôpital et elles voyaient Jérôme qui, pour la première fois, a pu s'asseoir dans son lit. Le pape a fait 3 pas dans le couloir et hop, elles arrivaient. Et ouais. Alors quand même, ça leur a fait l'effet. Et quand il est sorti de l'hôpital, sa femme et ses filles lui ont dit, tu vois, papa, c'est incroyable, t'as vu comme le Saint-Père, tu vois, c'est un signe de votre amitié. Et alors Jérôme, en bon scientifique, lui répond, oh les signes, moi j'y crois pas. Mais c'est vrai quand même que c'était étrange. Donc il a quand même accepté de dire que c'était un peu étrange. Voilà. Donc c'est vrai que ça trahissait quand même quelque chose de leur amitié très profonde, de cet amour très profond qui les unissait. Et j'avoue que cet amour de Jean-Paul II pour Jérôme Lejeune et vice-versa, Jean-Paul II l'appelait frère Jérôme, mon frère Jérôme, et était de grand secours pour Jérôme parce que ça n'a pas été toujours facile en France, vous l'avez vu, y compris dans l'Église de France, puisque l'évêque auxiliaire de l'époque l'aimait pas beaucoup. Jérôme Lejeune avait été le voir pour essayer de résoudre des problèmes dans un hôpital catholique qui faisait des avortements, etc. Et l'évêque lui avait dit « Ne vous asseyez pas, je n'ai rien à vous dire, de toute façon vous êtes un mauvais catholique. » Donc Jérôme Lejeune était rentré chez lui. Madame Lejeune dit il avait les larmes aux yeux, blanc comme un linge. Et je lui dis « Mais qu'est-ce qui s'est passé ?» Et Jérôme il m'a dit que j'étais un mauvais catholique. Et Madame Lejeune dit, mais qu'est-ce que tu lui as répondu? Et il a dit, rien, parce qu'on m'a appris à ne pas répondre à mon évêque. Et ça, Madame Lejeune me dit, Jérôme, il était saint, parce que moi, je peux vous dire, j'ai jamais oublié. Voilà. Et donc, je vais conclure, parce que vous avez été héroïque. Vous, là, je vais ouvrir autant de causes de canonisation ce soir. La patience, la charité, voilà, bon. Et juste, vous voyez, pour conclure, peut-être reprendre cette... d'abord, montrer que la sainteté de Jérôme Lejeune, vous voyez, c'était dans cette fidélité à l'Évangile, à la fois simple, vous voyez, il n'a pas fait des choses extraordinaires. C'est pas parce qu'il a découvert la trisomie que c'était un grand savant qu'il est canonisé, évidemment pas. C'est parce qu'il a eu ce courage héroïque de la fidélité à l'Évangile. Voilà. Et ce courage héroïque de la vérité, à la fois comme une évidence, parce que je vous ai dit, il ne pouvait pas ne pas en témoigner. Mais pourquoi est-ce qu'il ne pouvait pas en témoigner? Parce que c'était profondément ancré en lui. C'est-à-dire que l'intelligence et le cœur en lui étaient profondément unifiés. Et cette unité intérieure lui a donné cette liberté incroyable, cette liberté de l'enfant de Dieu. Il avait peur de rien. Personne ne pouvait lui faire empêcher de dire ce qu'il avait à dire. Personne ne pouvait l'intimider. Rien. Et d'ailleurs, ses ennemis disent, ça faut reconnaître que il n'avait peur de rien. Il était très fort. Et tout le monde admire son courage, même ceux qui étaient contre lui. Et ce courage, quand il était jeune, dans son journal, il écrit « Moi qui suis faible, inconstant et mou ». Alors quand on voit ça maintenant, on se dit, c'est incroyable. Et c'est beau parce que c'est là où on voit la progression de la sainteté. Il était faible, inconstant et mou quand il était étudiant. Voilà. Et maintenant, c'est le héros. Les gens disent, mais c'était notre père, notre roc. Tous les serviteurs de la vie dans le monde l'ont pris comme leur repère, leur modèle. Il était invité partout. Dès qu'ils avaient un conseil, c'est à lui qui demandait. C'est lui qui conseillait, qui encourageait, qui calmait. Quand les gens étaient excités, il était toujours sur la bonne ligne. Voilà. Mais pourquoi est-ce qu'il n'avait pas peur? Non pas parce que c'était un gros bras, mais parce qu'il avait l'intelligence aimantée par la vérité. Il savait où il allait, il suivait sa conscience, qui était bien formée, et il aimait de cette charité, voilà, sans concession, sans condition. Et les deux étaient unifiés. Donc quand il parlait, c'était pas des mots abstraits, c'était des mots qui traduisaient sa vie intérieure, qui traduisaient l'amour en acte qu'il vivait au quotidien avec ses patients. Voilà. Donc cette unité, cette harmonie intérieure, et qu'on ressent quand on le lit,
Et je dois dire que ça fait quand même 15 ans, on a commencé sa cause de canalisation en 2017. Bon. Oui, donc ça fait 15 ans, 16 ans que je le travaille, Jérôme Jeune, donc que je lis Jérôme Jeune, que j'écoute Jérôme Jeune. Et parfois, en relisant pour la énième fois ces textes, je me surprends à avoir les larmes aux yeux, tellement je trouve ça beau. Et je me dis, non mais oh, t'es ridicule, ça fait 15 ans que tu connais ce texte, là, tu ne vas pas pleurer encore une fois. Et je trouve ça tellement beau, et en fait, il dilate l'intelligence et le cœur. Et c'est rare. Moi, je trouve ça très rare. Parce que vous avez des gens très intelligents, alors intellectuellement c'est très stimulant, mais c'est un peu sec sur le plan du cœur. Ou vous avez des gens, alors voilà, on aime beaucoup voir, c'est un peu dans le pathos, mais intellectuellement c'est un peu faiblard, quoi. Et avoir les deux dans cette unité-là, qui dilate l'intelligence et le cœur, et donc qui met vraiment en joie, c'est vraiment très rare. Et ça a un effet incroyable, et ça a un effet de conversion incroyable. Et je vous parlais du fameux congrès du procès de Marieville. Et en fait, c'est un exemple, il y en a d'autres, de personnes qui se sont converties en l'entendant. Et là, c'est le jeune médecin qui avait fait ces 7 embryons congelés, ces 7 embryons dans le laboratoire. Et quand il a su que le jeune venait témoigner, il s'est dit, moi, je vais aller l'écouter, ce gars, parce que moi aussi, je suis chrétien. Mais je sens bien que je suis chrétien le dimanche, et puis la semaine, quand je mets ma blouse blanche, ma foi, je la mets dans la poche, quoi. Parce que je fais des avortements, des PMA, bon voilà. Je sens bien que c'est pas... Bon, je fais un peu le grand écart, quoi. Alors j'aimerais bien savoir ce qu'il va dire, lui, là, le jeune tellement connu. Bon. Et donc il se glisse parmi le public, et il écoute le jeune. Et en fait, c'est incroyable ce qu'il dit, il s'appelle Bruchelski, cet homme. Il dit, en fait, j'ai été subjugué par ce qu'il disait. En fait, il nous a fait que... expliquer ce que c'est que l'embryon, développement de l'embryon. Et c'était tellement vrai, tellement beau. Et puis il nous a dit, en fait, il y a les gamètes, dès la fusion des gamètes, il y a un embryon. Mais le pré-embryon, ça n'existe pas. On passe tout de suite à l'embryon. Et il dit, quand il a dit ça, je me suis dit, c'est dingue. Je sais bien que ça n'existe pas, le pré-embryon. C'est mon labo qui a inventé le mot pour qu'on puisse bidouiller dessus sans se poser trop de questions morales. Mais donc, si ce qu'il dit est vrai, moi, il faut que je change de vie, quoi. Puis en fait, je sais bien que ce qu'il dit est vrai, parce que c'est la science, c'est vrai. Et en même temps, il y a une poésie derrière. Enfin, on a envie de le suivre. Il dit, il faut que je change de vie. Et quelques jours après, il est retourné au labo, il a rendu sa blouse blanche à sa bosse, il a dit, moi, c'est fini. Je ne peux pas être chrétien le dimanche, et puis dans la semaine, aller contre ma conscience, contre mon intelligence. Et à partir de là, il a créé tout un réseau de cliniques pour les femmes enceintes en difficulté aux États-Unis, dans tous les États-Unis. Voilà, donc voilà un exemple de personne qui s'est convertie en écoutant Jérôme Jeune, mais vous voyez, avec un discours de raison. Et moi, c'est ça que je trouve incroyable, c'est que dans le monde dans lequel on vit aujourd'hui, on n'ose plus annoncer la vérité, très souvent. On s'excuse presque de penser ce qu'on pense, on s'excuse presque de l'annoncer, voire on ne l'annonce pas, c'est plus commode, alors qu'en fait, la vérité, elle libère. Et on n'est pas chargé de convaincre, on est chargé de l'annoncer. Et la vérité libère, et après voilà, elle fait des conversions, elle continue. Et il y avait un médecin qui était à San Francisco en 69, quand il a su qu'il y avait le procès de canonisation, il m'a appelé, il m'a dit, moi je veux témoigner. J'étais à San Francisco, j'ai entendu ce qu'a dit Jérôme Lejeune. Ce jour-là, je me suis dit, mais c'est dingue ce qu'il dit. Donc, il dit, c'était un tremblement de terre. Donc il y avait eu un vrai tremblement de terre le matin. Et il dit, là, il y a le deuxième de la journée, c'était le discours de Lejeune, on était tous effarés. Et il dit, n'empêche qu'avec le temps, j'ai jamais oublié ce qu'il avait dit. Et donc lui, c'est un gynécologue qui fait des avortements. Et il dit, à chaque fois que j'ai fait des avortements, j'ai pensé à ce qu'il disait. Et ce jour-là, son discours, c'était le plus beau jour de ma vie. C'est incroyable. Et cet homme, il m'a appelé pour témoigner pour le procès. Voilà. Donc en fait, il a vu la lumière. Il sait que Jérôme a raison. Il n'a pas eu le courage de mettre sa vie en adéquation. Mais cet homme, je suis sûre qu'il va se convertir parce que 52 ans plus tard, ça reste le plus beau jour de sa vie. Voilà. Donc voilà, cet appel à témoigner de la vérité sur les pas de Jérôme Lejeune. Voilà, donc vous montrez cette sainteté de l'intelligence, cette sainteté de la vérité. Et vous voyez, j'aime bien, et c'est vraiment mon dernier mot, voir Jérôme Lejeune comme le roi mage des temps modernes. Alors je suis un peu navrée de cet anachronisme liturgique, j'ai bien conscience. C'est pas le bon moment. J'aime bien quand je fais les conférences au mois de janvier, c'est plus simple.
Mais c'est vraiment le roi mage des temps modernes pour moi. C'est-à-dire que cet homme, ce savant, ce génial, qui suit la science, hein, la lumière de la science, alors il suit l'étoile, et sa science l'amène au pied de l'enfant. Mais il y a un moment quand même, l'étoile, elle se perd, il ne la trouve plus, la science s'arrête. Il y a un moment, la science, elle s'arrête. Et donc, qu'est-ce qu'ils font, les rois mages? Ils demandent, ils disent, on va faire venir les prêtres, puis qu'est-ce que disent vos textes, là? Qu'est-ce qui se passe après? Et ils disent, ah ben oui, ça annonce l'arrivée du Messie, là. Ah bon, c'est où? Ce sera à Bethléem. Ah bon, donc ils repartent à Bethléem. Vous voyez, donc quand la science s'arrête, en fait, la révélation pour la suite. Et Jérôme a suivi ça. Et puis, en fait, ça l'a amené, cette science et la révélation, ça l'a amené, avec toute son humilité, l'humilité du roi mage, à se prosterner aux pieds des enfants, comme s'il avait l'enfant Jésus en face de lui, voilà, avec toute sa science aux pieds de l'enfant, pour les servir. Et puis après, quand l'État lui a demandé de servir son intérêt, de revenir au rapport pour tuer, Jérôme, comme les rois mages, est parti par un autre chemin. Voilà. Et je trouve que vraiment, ça dit beaucoup de Jérôme Lejeune, entre cette science, cette poésie, cette humilité, et de servir l'enfant et non pas le désir des gouvernements qui ne veulent pas toujours le meilleur de l'enfant. Donc voilà, j'espère que cette vie du roi mage des temps modernes vous inspirera. J'ai plein de petites images là de Jérôme Lejeune, et donc je vous invite à le prier pour qu'on ait, grâce à vous tous, un bon gros miracle bien dodu à présenter à la Congrégation des Causes des Saints, qui soit bien vite béatifié. Voilà. Vous pouvez le distribuer autour de vous. Vous qui êtes pour la famille, on se moquera de vous. On dira que vous êtes démodé. On dira que vous empêchez les progrès de la science. On lèvera contre vous l'étendard de la tyrannie expérimentale. On dira que vous essayez de bâillonner la science par une morale dépassée. Eh bien, je voudrais vous dire, n'ayez pas peur. C'est vous qui transmettez les paroles de la vie. Eh bien, il nous reste la sagesse. Et la sagesse éternelle, celle que les hommes n'ont pas inventée. Et cette sagesse se résume en une phrase qui explique tout, qui répond à tout, qui vous dira à chaque instant ce que vous devez faire ou ne pas faire. Et cette phrase, elle est toute simple. C'est notre maître à tous qui nous l'a enseigné. Ce que vous avez fait au plus petit d'entre les miens, c'est à moi que vous l'avez fait.